Allora, saluto a tutti, non so mica in ritardo, di chi certi ci hanno chiamato perché chi c'è a neve in Bizzaona, dunque ci hanno domandato di ospitare, e in particolare certi presidenti di gruppi. Due giungono e penso di uno non è mica troppo lontano, se non vuoi ospitare, perché che come l'avevamo decisa in commissione permanente e con il presidente dell'esecutivo, e mi va un omaggio stamane per principiare a Dominique Bucchini, che come sapete è andato il 2 di gennaio in principio d'anno. Dunque, mi aspetta, saluto a sua famiglia, i amici di noi che sono qui, numerosi, e ringrazio i servizi perché tutta questa organizzazione è stata fatta in Cunelli e con il segretariato di noi di presidente. Questa viura è magnifica, veramente. Dunque aspettiamo qualche minuto, se voi siete d'accordo. E penso che tutti i gruppi hanno ridotto a diso presidente. Allora, prima di tutto vorrebbe che noi avessimo un minuto di silenzio per Dominique Bucchini, presidente di questa assemblea. A ringraziarvi.
Oggi Presidente di l'esegudi, signore e signori i consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, cher Jean-Simon, cher Antoine Dominique, Jean-Joseph, ses petits-enfants, sa famille, ses amis, nous rendons aujourd'hui hommage dans sa maison à un homme qui a marqué l'histoire politique de la Corse, non seulement par ses actions, mais par son profond engagement humain. Nous honorons le président Boucchini, le maire, l'homme politique, mais aussi et surtout l'inlassable militant de la démocratie et de la justice sociale. Maire de Sartène, député européen, conseiller général, conseiller territorial, Dominique a toujours défendu les valeurs qui lui étaient chères, n'a jamais hésité à faire face aux défis ni à se battre pour ses convictions. De tous ces combats, de tous ces engagements, je souhaite retenir aujourd'hui sa sensibilité pour les plus démunis et la défense de la dignité humaine. En effet, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, comme ailleurs, Dominique Boucchini n'a cessé de brandir avec passion, avec ferveur, l'idée que la politique doit avant tout servir ceux qui sont laissés de côté. Sa vision de la justice sociale était claire. Chaque individu, quelle que soit sa condition, mérite d'avoir une chance. Que ce soit à travers ses actions locales en tant que maire ou aux échelles nationales et européennes, Dominique a toujours cherché à améliorer le quotidien des plus fragiles. Pour lui, la politique ne se résumait pas à des discours ou à des promesses, mais à des actes concrets et à un soutien indéfectible aux plus défavorisés. Je cite « aux spoliés de la terre », selon l'expression qu'il avait empruntée à Jean Nicoli lors de son élection à la présidence de l'Assemblée. Son engagement a été total. Et je peux modestement en témoigner. Même déjà atteint par la maladie, à chaque fois que je l'ai sollicité pour un conseil, un événement, une réunion, il y a répondu favorablement. Ainsi, il était parmi nous lors de la célébration des 40 ans de l'Assemblée de Corse, le 2 mars 2022. Heureux de retrouver tout autant ses anciens alliés que ses opposants. Je l'ai vu inquiet aussi et sombre lorsque nous avons appris en direct le même jour, tous ensemble, l'agression d'Ivan Colonna. Il était également parmi nous lors de la session extraordinaire relative aux dérives mafieuses. Ce jour-là, il a été quelques heures durant de nouveau au perchoir de cette assemblée, déroulant avec son ton incisif et puissant une argumentation au scalpel contre la violence physique et morale. Violence à laquelle il n'avait jamais cédé. Violence personnelle, violence sociale, qu'il a tant dénoncée et combattue et dont il avait voulu enseigner les risques auprès de la jeunesse dans plusieurs établissements de Corse. Le président Boucchini, un homme d'une trempe qui ne se trouve presque plus, lucide, courageux, opiniâtre, combatif, on dira un animal politique, indiscutablement, redoutable, redouté, mais aussi et surtout un homme bon, généreux, solidaire. Dominique était surtout un homme doté d'un humour rare, à la fois fin et spontané, qui apportait une touche de légèreté même dans les moments les plus sérieux. Son rire contagieux et ses plaisanteries habiles savaient désarmer les tensions et créer des liens forts avec ceux qui l'entouraient. Il n'hésitait pas à utiliser l'humour pour aborder les sujets les plus complexes, rendant ses interventions d'autant plus percutantes et sa vivacité d'esprit marquera à jamais ceux qui ont eu la chance d'en être les témoins, mais aussi parfois les victimes. Les mots comme ce larme, en français comme en corse, ces deux langues qu'il maîtrisait si bien, c'était due lingue che li pieggi annudanto et les pieggi a barla. Dans les annales de notre Assemblée, nous retrouvons encore des éléments de la langue Boucchini, ses proverbes et son expression désormais consacrée, una utura, pour dessiner et pour désigner
une ligne de crédit supplémentaire au BP ou au BS. Pour lui avoir succédé à la présidence de l'Assemblée, je formule le vœu qu'il continue longtemps d'éclairer nos débats et nos travaux. À sa famille, à ses amis, à ses camarades, aux Sarthenais, je présente à nouveau et au nom de tous ici mes plus sincères condoléances. La douleur de la séparation, évidemment, est immense. Mais sachez que cette Assemblée, le Conseil exécutif, les agents de la collectivité et en particulier ceux du secrétariat général qui m'entourent se tiennent à vos côtés. Domenico Bucchini, militante di giustizia sociale, difensore della nostra identità e della nostra lingua, mai non ci scorderemo di te. Ha incalcato la storia di questa assemblea, la storia politica della nostra isola. Faremo campasta lascita, quella di un impegno collettivo per una Corsica più giusta e più unita. Riposa in pace, o Presidente. Nous nous inscrivons dans une grande tradition, celle de Paoli et des Lumières, celle de la Révolution de 1789, qui a tant apporté aux droits de l'homme et du citoyen, celle de la Résistance, qui a fait de la Corse le premier morceau de France libéré. Il nous appartient donc de travailler, quelles que soient nos difficultés, et même si nous n'avons pas toute la même idée de la nation, à construire collectivement quelque chose de neuf. Et je voudrais dire d'entrée que Aragon, dans le Fou d'Elsa, a dit « Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé ». Et c'est lorsqu'on se retourne que l'on voit sa jeunesse. Pour qu'il en soit ainsi, il faut faire droit à la très forte aspiration démocratique qui réclame un véritable pouvoir régional. Un pouvoir qui soit exercé par une assemblée régionale élue au suffrage universel et à la proportionnelle, dotée de compétences réelles et décidant souverainement du profil économique, social, culturel et écologique de la Corse. Il me semble préférable, d'un point de vue d'une démarche générale, de pouvoir prendre en compte dans une île entourée d'eau d'un certain nombre de nos caractéristiques, de nos traditions, il faut en mettre quelques-unes de côté, et de s'ouvrir en même temps sur la modernité et pourquoi pas sur Internet. Dire qu'il n'y a pas d'enjeu d'un certain type sur le littoral corse et croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil est une idée fausse. Et je suis persuadé que le peuple corse progressivement en prendra conscience. Le service public est à défendre parce qu'il nous vient du fin fond de notre histoire. Je dis que la Corse est atteinte de nomadisme politique. Ça suffit. Les unes des quotidiens nous renvoient régulièrement l'information morbide d'une fusillade, d'un attentat, d'un assassinat, que la proximité conduit chacun d'entre nous, de proche en proche, à connaître, ou au moins à situer les familles malheureusement touchés par ces actes. Il faut nécessairement lutter parce qu'Hugo avait raison, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
merci à tous et bon travail à l'Assemblée de Corse et celle à venir aussi, puisque moi, je n'y serai plus et j'aurai passé 40 ans sur les bancs de cette Assemblée. Je ne pense pas avoir veillé idéologiquement, avoir des gens qui se battent avec ceux qui veulent se battre, qui sont près de ceux qui ont des difficultés, qui pensent que l'humain doit prévaloir sur le fric. Je pense que c'est une idée moderne et qui est une idée juste. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce petit film et qui ont permis d'avoir les images, les institutions, je ne vais pas les citer, toutes les institutions, les médias bien évidemment, les amis, la famille et Anna Bertrandi qui nous a beaucoup aidé, Anna Bertrandi du secrétariat général. Donc merci à tous. Donc si les élus souhaitent dire un mot, bien évidemment, la parole est à vous et au président de l'exécutif également. Mon président, vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus de la Corse, je veux d'abord m'adresser, bien sûr, à la famille de Dominique Bocchini, à ses amis, à ses camarades, et puis nous parler aussi à nous-mêmes. Vous remercier, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, pour vos mots empreints de justesse, de délicatesse, et qui ont su rendre à Dominique Bocchini, le président de l'Assemblée de Corse, l'hommage que notre institution lui doit. Nous étions nombreux en ce début de mois de janvier à Sartène, sur la place Porta, aux côtés de la famille, des amis, des camarades de Dominique Bocchini, de toutes celles et tous ceux qui l'ont aimé, pour lui dire au revoir. En cette occasion, sa famille m'a proposé de prendre la parole au nom des institutions de la Corse. Je l'en ai remercié et je la remercie à nouveau publiquement de m'avoir témoigné cette confiance. Je ne veux pas redire ce que vous avez dit avec tant de force, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse.
Mais je crois qu'il était important pour nous toutes et pour nous tous que dans cette maison qui fut la sienne et qui restera la sienne, Dominique Boucchini puisse, une fois encore, nous éclairer et éclairer notre chemin et nos choix, de sa voix, de son sourire et de ses convictions. Je me disais en regardant ce film, comme nous nous le disions probablement toutes et tous, peut-on véritablement être triste au soir d'une vie pareille? Oui, oui, ses enfants, ses petits-enfants, son épouse, toutes celles et ceux qui l'ont aimé et qui l'a aimé, se sentent terriblement seuls, maintenant qu'il n'est plus là physiquement. Mais au-delà de la douleur et de la tristesse liée à l'absence, peut-on avoir des regrets lorsqu'on a eu une vie pareille? Lorsque, du tout début jusqu'au dernier instant, on a été en cohérence profonde avec ce à quoi l'on croit. Donc oui, la tristesse, l'émotion, les larmes, sur tous les bancs, et y compris chez celles et ceux qui ne partageaient pas toutes les idées de Dominique Boucchini, mais au-delà de cette tristesse et de cette émotion, la fierté de l'avoir connu, la fierté pour nous d'avoir siégé à ses côtés, sa présence dans les rues de Sartène, dans les couloirs de cette institution, dans l'hémicycle, ses écrits, ses discours, ses actes. Et je voudrais terminer, puisque Dominique a cité Aragon, lui qui aimait tant la poésie, les livres, l'histoire, la vie, la musique, les chants, la fête. Rappelez une fois encore cet échange que nous avions eu à titre personnel et politique, mais cette citation d'Aragon, « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard », il n'est pas trop tard, je le disais à certaines et je le redis ici, et nous le démontrons pour dire à Dominique Boucchini tout ce que nous lui devons. Et un dernier mot, en regardant ce que furent ces combats, dont beaucoup restent malheureusement d'actualité, c'est dire qu'à la fin des fins, si je devais retenir une phrase qui illustre ce qu'il a été, ce qu'il a fait et ce qu'il a voulu, ça serait celle du grand poète espagnol García Lorca qui disait « Dans le monde, moi je suis et je serai toujours du côté des pauvres, je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et auxquels on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. A ringraziati o Domenico, a ringraziabi o Presidente. » A ringraziarvi e a ringraziare torna a tutti che ci hanno aiutato. Ecco, allora qua c'era principia i nostri lavori e domande a bocca. C'è una domanda di parola, Paul Felix e Pierre Ciongao. No, abbiamo legato parla al Presidente in principio, ma non volia mica dire che non volia mica dire qualcosa. Pas Domenico. Je vais parler simplement avec mon cœur. Pour ceux qui ont connu la présidence de Dominique Boucchini, vous avez sûrement constaté
la familiarité, le respect mutuel qui nous animait. Il y avait quelque chose d'informel, une fluidité dans ces rapports humains. Et il fait partie des hommes qui ont marqué ces décennies politiques, souvent tourmentées. Pour le militant politique nationaliste que je suis, je sais qu'on a souvent été en contradiction, même en contradiction frontale, pour ne pas dire très violente. Malgré cela, on avait gardé des liens humains très forts. Peut-être aussi des liens politiques, dans le sens du bien commun, dans la recherche d'un mieux vivre. Et je reste persuadé que s'il avait continué à être présent politiquement sur les quelques années qui vont venir, qu'il aurait pu prendre conscience de la nécessité d'un combat politique non seulement libérateur au niveau social, mais d'un combat salvateur au niveau culturel et corse, car il aurait fait partie de ceux qui auraient compris ce déclin inexorable de la société corse, de ses valeurs, de ses repères, de ce qui a fait sa force. Il a été là au début, il a été là dans les années 80, vous avez entendu son discours sur l'évolution du statut de la Corse en 1981. Ensuite, il a pris le chemin de l'orthodoxie politique, mais moi qui le connaissais quand même assez bien, je sais que c'était quand même un évolutionniste. C'est quelqu'un qui a peut-être subi les contraintes, je dirais, de la politique formalisée, de la politique des clans, bien qu'il n'ait fait partie d'aucun clan, si ce n'est l'adhésion à son parti communiste. Et Dominique avait quand même 3 facettes. La plus importante, c'est l'homme et le Corse. C'est quelqu'un qui incarnait la Corse, qui incarnait une forme, je ne sais pas s'il faut dire de corsitude ou de corsité, ma era come nous, e non era mica come parecchi altri, e ido a sapia, può darsi che una dicia amica, come ci volia, ma la parla a sua voce, e tanto era può darsi più corsi che noi tutti. Après, bien sûr, il y a l'homme politique, un homme de rigueur, un homme quand même qui avait malgré tout des positions fermées, tout en ayant un esprit ouvert. Donc moi, ce que je retiens de Dominique, c'est quand même une grande générosité. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il a fait aussi des erreurs politiques, d'appréciation du moment, mais c'est la nature humaine. Celui qui ne trompe pas est souvent celui qui ne se trompe pas, est celui qui n'a jamais rien essayé, qui n'a jamais fait quelque chose pour faire évoluer. Et sur la fin, vous savez, Dominique, et je fais un clin d'œil à la nation de Sartenésité. Cet été, j'ai fait amener 2 fois au Laine. Alors, Domenico, non era mica da Udè, ma era Udaninga. Uso ceppo di vite u Fozzaningo, sopra Udè, a limita tra Utara e l'Alta Rocca. E c'era un senso a tutto questo, vuol dire che ricercava le radiche di Isoi, di Soveti, da sua storia. E tengo a dire a sua famiglia che possono essere fieri di chiamarsi Bucchini e io sono mica un poeta maiù, ma pas compie. Va a dire una parola che è stata scritta da Jean d'Ormesson e penso che possiamo legare per tutti gli uomini che hanno raccontato una storia di Corsica. E ha scritto un mondo affare non è morto d'Ormesson, ma ha scritto una frasuccia che può essere portata per un omaggio a Domenico. Ha detto che
Il y a quelque chose de plus fort dans la mort, plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et je crois que dans notre mémoire collective, Dominique va rester comme un homme qui a pesé, avec cette voix rocailleuse et charmeuse, inimitable. Je crois que même ses deux fils n'ont pas la même. Et qu'on garde à l'esprit l'homme qui a tenté la concorde, qui n'a pas réussi à transcender des clivages de proximité, entre autres à Sartène, mais qui par contre a réussi à donner au niveau national corse l'image d'un point d'équilibre et d'un homme apaisant. Odume sta in pace e campi becula. Pierre Gionga. Madame la Presidente, cari colleghi, cari amici, Domenico Lucchini è per tutta l'Eterno, ma ci lascia una grande lezione di impegno politico. Nella sua bella vita politica ha riuscito a far campare le sue passioni, l'ideale comunista che lo portava con fiertà e convinzione e l'amore per la sua terra sartinese, a Corsica e a lingua corsa. Dal 2010 al 2015 è stato un grande presidente dell'Assemblea di Corsica, una forza di lavoro tamanta e una maniera di gestire i lavori di questa Assemblea marcata per il rispetto di tutti e sempre una punta di magagna che servì a sciogliere parecchi problemi. A titolo personale, forse perché così miei parenti mi ha appoggiato di maniera forte per far passare l'operazione non tago ufficialità, non dirà mica vaggio nella nostra maggiorità e ne so fiero. Allora me si per tutto l'Eterno, ma ad olasci da politica non è mica morta. Hanno qua sempre l'impegno politico di parecchi corsi e ti ringrazio. A beggio me. Jean-Martin Mondoloni. Merci Madame la Présidente. Bon, il est d'usage de lire un éloge funèbre. Je voudrais prendre quelques libertés avec cet usage et vous livrer à travers un pas de côté un message peut-être moins solennel, peut-être moins formalisé, peut-être moins dans les règles de l'éloge funèbre. D'abord, en disant très humblement que je n'ai pas connu Domenico Lucchini en tant qu'ami proche, je ne faisais pas partie du premier cercle, et je voudrais vous livrer en tout cas au grand public quelques anecdotes qui me semblent très révélatrices, non pas de l'homme public, puisque tout est en boîte désormais, tout est dans les archives de l'histoire, mais l'homme méconnu que j'ai eu le privilège de connaître et que mes amis ont connu comme nous avons pu le connaître, le découvrir dans les travaux de cette assemblée. Dominique était un homme riche de plusieurs personnalités. C'était d'abord, au moment où j'ai gagné cet hémicycle, un homme duquel tout aurait pu nous séparer. Le fait générationnel, bien sûr, et puis moi, je suis arrivé dans cet hémicycle au moment où la droite était un peu triomphante, et lui, l'homme de gauche, de conviction, ancré dans son histoire, et qui était celle du Parti communiste. Tout aurait pu nous rassembler aussi, tout nous rassemblait autour de ces convictions républicaines très ancrées, sur lesquelles il pouvait parfois se montrer bien plus inflexible que je ne le suis aujourd'hui. Et ça, c'est l'histoire publique. Mais il y avait l'homme que je découvrais alors, bien plus ouvert, autour de trois sujets ou trois considérations souvent méconnues. La première, elle est évidemment celle de son élégance,
Dominique Bocchini était d'une élégance rare, avec toutes et tous, mais toutes d'abord. Ça m'avait marqué très raisonnablement lorsque je l'observais parler avec les hommes. C'était parfois un peu rude, mais toujours teinté de cette élégance. Vous savez, l'élégance du verbe, c'est quelque chose, c'est une crête sur laquelle on peut basculer, parfois dans la brutalité et parfois dans quelque chose d'inaudible. Dominique savait parler aux hommes et aux femmes. Il avait ce souci, doublé lorsqu'il s'exprimait en public et notamment dans les médias, de la communication. Et je me souviens d'une anecdote de débutant. Nous sommes invités sur le plateau de Contraste. Il y a 3 invités. C'était sur le thème des transports avec Alain Verde, qui était très affûté en matière de transport. 2 invités, Jean-Christophe Angéligne, affûté s'il en est sur ce sujet. Dominique Bocchini, pas affûté, aiguisé et très dans la ligne de la CGT de l'époque. Et le petit débutant bien peigné, sûr de lui-même, qui est allé à cette émission, comme diraient les jeunes, au talent, et qui n'avait pas préparé son émission. Et ce jour-là, j'étais vraiment mauvais, mais vraiment mauvais. Nous arrivons dans les loges de démaquillage, et Dominique Bocchini me donne le coup de grâce et me dit dans la loge de démaquillage, vous avez été mauvais. D'abord, vous. Il y avait l'élégance du vouvoiement que nous avons conservé, je le dis, jusqu'à janvier 2025, puisque Dominique Bocchini avait l'élégance, indépendamment de la différence d'âge, de m'appeler chaque 1er janvier. Chaque 1er janvier. Il y avait l'élégance du vouvoiement, l'élégance de la voix, l'élégance de l'écriture. N'aurait jamais imaginé qu'on pu, s'écrire par SMS. Dominique prenait sa plume, j'y reviendrai. Donc nous sommes dans la loge, il me met le coup de grâce et dit « Vous avez été mauvais ». Alors bon, je baisse les chines, mais je me redresse et puis je dis « On va faire parler la pédagogie de l'erreur ». J'ai dit « Dominique, dites-moi pourquoi j'ai été mauvais ». Et il me répond cette phrase sanglante qui a marqué mon parcours. Il me dit « Vous avez répondu aux questions. Idiot !» me dit-il. Et il me dit, dans une émission comme Contraste, vous savez, Contraste, c'est un grand meeting, vous touchez 10 000 personnes. Ce qui vous est demandé, ce n'est pas de répondre aux questions, c'est de vendre votre cam. Donc le journaliste sache désormais que si depuis je ne réponds plus aux questions, si je viens vendre ma cam, entre guillemets, Dominique Bocchini m'en a beaucoup imprégné, il en est responsable. Dominique avait le souci, en dehors de l'élégance du verbe, de la justesse du mot. Il était passionné par l'art, par la culture et par formation, par la pédagogie. Il lui était insupportable qu'on ne puisse comprendre ce que l'on racontait. Je me souviens, de façon anecdotique encore, d'une commission des finances. Au début, on appelle ça, à l'époque, les nouvelles technologies, bon, qui depuis sont anciennes. Et voilà Éric Ferrard qui déboule en commission des finances et qui nous fait l'état d'un rapport sur les nouvelles technologies avec des adjectifs à 25 syllabes complètement indigestes. Et Dominique Bocchini dit en commission des finances à Éric Ferrard, « Vous avez terminé ?» Et il lui répond « Oui, monsieur le conseiller ». Et Dominique lui rétorque, « Est-ce que vous pouvez nous la refaire, virgule, en français, s'il vous plaît ?» C'était aussi ça, Dominique Bocchini, la pédagogie qui devait conduire les administrés et les responsables à comprendre des choses les plus techniques et à les transformer. Enfin, pour moi, Dominique, c'était quelqu'un avec lequel j'ai eu la chance d'échanger sur le sport. Dominique était à la fois intarissable et était hypermnésique sur le sport. Nous avons parlé souvent de foot, même si je ne suis pas spécialiste, mais Dominique Bocchini, dans les années 2000, avant que Karim Benzema ne signe son premier contrat de professionnalisation à l'OL, il a 15 ans, il dit « Ce jeune homme sera ballon d'or un jour ». De mémoire, il a été en 2022, 20 ans plus tard. Il était spécialiste de cyclisme, puisque dans l'après-guerre, vous savez que c'était la boxe et le cyclisme qui dominaient le monde du sport. Il parlait dans les années 2000 de Contador,
qui avait 14 ans. Premier Tour de France gagné par Contador, 2007. Il avait cette précision absolue et je conclurai là-dessus. Il m'avait écrit en 2006 une très belle carte depuis l'Alpe d'Huez où manifestement il avait passé un séjour où il avait répertorié les pentes des 21 lacets qui conduisent de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez. Un très beau propos, une carte que je garde en référence, évidemment, fait de sa plume, à la fois cinglante parfois, mais d'une justesse absolue. J'aime à penser qu'au seuil de son existence, au seuil des 21 lacets qui le séparent de sa naissance à sa mort, il ait pu avoir une vue panoramique de ce qu'a été sa vie. La vie d'un homme riche de ce qu'il a pu apprendre des autres, riche de ses engagements, riche aussi de ce qu'il a pu donner aux autres. Et au terme de mon propos, je voudrais reprendre cette phrase que lui-même avait héritée. L'ironie de l'histoire parlera d'elle-même, de Jacques Chirac, qui disait, il la répétait souvent, dans la vie politique, me disait-il, Jean-Martin, c'est comme dans la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Il faut savoir mépriser les hauts et repriser les bas. À vous, madame, à ces deux enfants, je veux au nom du groupe présenter nos condoléances les plus émues, mais vous dire aussi que ce qui compte dans la mort, ce n'est pas de pleurer les morts, c'est de les continuer. Nous voulons prendre ici l'engagement solennel et vous dire combien Dominique mérite d'être continué, combien nous pouvons nous engager à mépriser les hauts, il y en aura probablement, à repriser les bas, il y en a eu, il y en aura probablement, à continuer aussi à nous dire et à être les vrais héritiers de ce qu'il a été dans son élégance du verbe, dans son élégance du mot, et à continuer cette lutte intemporelle pour faire vivre ses convictions et così sia, odume, riposi in pace. Merci Madame la Présidente. Une position sans doute un petit peu plus singulière que les précédents orateurs, dans la mesure où je n'ai pas eu l'immense honneur de connaître le président Bouquigne, ni amicalement, ni politiquement, au-delà de ce que les médias ou mon observation là-haut des séances pouvaient m'en dire. Mais je voudrais particulièrement, au nom du groupe, m'adresser à ses enfants, à Jean-Simon ici présent, à sa femme, à ses petits-enfants, à tous ses proches, à tous ses camarades de lutte, pour leur dire notre conviction, ma conviction profonde, c'est que on ne mesure pas la puissance d'un homme ou d'une femme uniquement à travers le détail de ses actions, si importantes soient-elles. On mesure aussi la puissance d'un homme à travers ce qu'il laisse au-delà de son vivant et ce que votre époux, votre père, votre grand-père, manifestement, et c'est partagé par l'ensemble des bancs de cet hémicycle et bien au-delà au sein du peuple corse, ce que laisse le président Bouquigne, c'est des choses qui relèvent de la singularité du peuple corse, de son existence, et des choses qui relèvent profondément de l'universalisme et de l'humanisme. Et je voudrais retenir ce qui revient inlassablement lorsque l'on parle de votre père et grand-père, les mots de courage, les mots de dignité, les mots de justice sociale qui n'appartiennent pas à un camp, qui n'appartiennent pas à une famille politique, qui n'appartiennent pas à une époque, qui n'appartiennent pas à un territoire, mais qui sont des valeurs qui doivent être partagées par le plus grand nombre et, je vais aller au-delà, qui doivent guider en permanence notre action collective au bénéfice du collectif. Et je voudrais dire qu'avec votre père et votre grand-père, nous comprenons mieux, et en tout cas pour la génération qui est la mienne, et sans doute
ceux qui me succèdent, la complexité de la vie politique et aussi, à travers la complexité de la vie politique, tout le bienfait de la vie politique, malgré son âpreté, sa dureté, mais le bénéfice que l'on doit en retirer en permanence au service des autres et au service de notre peuple. Et je voudrais dire que le président Boukini, au moment où le monde tremble, au moment où tout nous ferait ou nous fait douter, qu'il apparaît au-delà des convictions politiques profondes des uns et des autres. Il apparaît comme une boussole, comme un fanale, e noi adesso che noi vogliamo ritenere di noi dell'uomo in suo periodo mondiale di torbido e di ingiustizia. E vorrei finire dicendo che aspettando il principio di adesione e di sommaggio magnifico, nous avons eu la chance à quelques-uns de discuter avec ces petits-enfants qui sont là dans la tribune. Et le plus jeune d'entre eux nous a demandé si, dans cet hémicycle, nous nous bagarrions physiquement. Il l'a dit avec toute l'honnêteté qui peut animer un petit enfant. Je voudrais lui dire que grâce à des hommes comme ton grand-père, nous évitons bien évidemment de nous bagarrer grâce à toutes les valeurs qu'il véhiculait. Donc, caro Presidente, riposate in santa pace a nome di un gruppo b'accompagniamo. A ringraziarvi. Jean-Christophe Angelini. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, cari tutti. Au nom du groupe Avancemo, pas comme l'ensemble des orateurs précédents, d'hommage structuré, formel. Je pense qu'il ne l'aurait pas apprécié plus que ça. Mais sachant que cette séquence allait s'ouvrir des mots du cœur, tout simplement. Saluer d'abord sa famille, vers laquelle, d'un peu loin, et je m'en excuse, je me tourne, dont on a pu saluer et même admirer, sans flagornerie, ce n'est ni l'usage ni le lieu, la dignité et, dirons-nous, l'unité dans ce moment de deuil. Saluer, ça a été dit également, les militants, les camarades, comme il le disait, ces et ceux qui, comme lui, à Sarthe et très au-delà, ont exprimé une vie durant des convictions difficiles, mais profondément ressenties et très précisément incarnées. Tout a été dit sur Dominique Boukini, effectivement. Sa famille ici présente, ces et ceux qui l'ont accompagné durant toutes ces années, peuvent très objectivement être fiers de tout cela. Alors, on sait chez nous à quel point le respect des défunts, la reconnaissance des engagements ont parfois tendance à primer sur l'objectivité. Et bien sûr que nul ici ne saurait déroger à ces usages. Mais l'honnêteté commande de dire que dans son cas particulier, comme dans d'autres bien sûr, mais dans son cas particulier, le courage, l'engagement, la témérité forçaient véritablement le respect. Ce qui nous a marqué à Avancemo, et ce qui m'a marqué plus particulièrement chez lui, c'est ceci que je vous livre très rapidement. Il donnait l'impression d'avoir initié ou inventé un langage dont je dirais, pour résumer, vite et mal, qu'il était le seul à le parler, mais que nous le comprenions tous. Ce langage, il était fait d'emprunt au corse, au français, à la langue de Sarthe, à l'italien, etc. Il était pétri, nourri de citations, d'éléments de langage, de convictions égrenées au fil des mots. Et, encore une fois, il lui appartenait. Il y a 1000 moments. Je me souviens, Jean-Martin a cité ce débat,
où lors d'une discussion budgétaire, il met un terme involontaire à un début de discussion en disant à Ange Santigne, alors président du Conseil exécutif, certes, mais entre ce que tu dis, ce que vous dites, et ce que je crois comprendre, ou plutôt ce qui est, je ne suis pas sous Maramezu. Et ça valait tous les arguments budgétaires. On devrait d'ailleurs s'en inspirer quand on part dans des considérations technico-chiffrées. Bon, parfois un bon mot suffit à dire les choses plus précisément que de longs discours. Moi, je garde de lui cette idée que l'on peut être opposant. Je l'ai été, y compris au plan électoral, dans des législatives, etc. Et bien sûr lié par un très très profond respect, dont l'honnêteté commande de dire qu'il est un peu moins la norme aujourd'hui, mais que lui a incarné avec beaucoup de précision et beaucoup de vérité. Dire également, au risque de froisser ou de déplaire, mais je l'ai sur le cœur, donc je vais le dire, qu'il a été précurseur sur bien des plans. Quand on l'écoute parler d'environnement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on sait le rôle que des gens très près de lui, intellectuellement et politiquement, ont joué en faveur du concept de co-officialité, quand on sait et qu'on écoute ce qu'il disait d'un pouvoir régional, je cite, au seuil des années 80, il y a bientôt 50 ans, bon, on se dit en nationaliste que bien que ne partageant pas tout de son idéal, et réciproquement, il a incarné des choses qu'il a lui-même synthétisées dans un extrait que l'on a pu voir, en opposant la modernité des idées à l'archaïsme des postures. Avec cette idée, effectivement, que faire prévaloir l'humain en ces temps troublés auxquels plusieurs élus ont fait référence, en toutes circonstances, y compris sur ce qu'il appelait la loi du fric, c'était sa demeure d'une modernité troublante. Alors je finirai, pour ne pas être trop long, encore une fois, sur les deux dernières images que je conserve de lui et que je voudrais en toute humilité restituer à cet hémicycle et aux gens qui nous écoutent, avec bien sûr sa famille. La première, c'est quand le sous-préfet de Sarthe, d'autres élus peut-être étaient présents de l'arrondissement, le dernier en date a quitté la Corse. Dominique était présent. Il était malheureusement diminué physiquement, on le savait tous, et j'ai ce souvenir d'une assemblée debout et d'un homme assis. Et plus que de l'homme assis au milieu d'une assemblée debout, le souvenir presque palpable d'un immense respect qui traversait la salle. Et pour le dire autrement, il était le seul, diminué physiquement ou pas, à pouvoir se permettre ce geste que son état physique commandait et qui est interprété de la façon la plus naturelle et en même temps la plus digne et la plus noble. Ce respect immense, donc, à l'image de celui que nous lui portons et qui, bien sûr, demeurera dans cet hémicycle et très au-delà. Le tout dernier souvenir, c'est, je crois, la dernière fois que je l'ai vu, vivant, c'était à la foire de Barach. Chantal, vous tous, ceux qui, tous les ans, répondent à l'invitation du maire et qui y vont. Et j'arrivais au moment où il partait, accompagné d'un ami dont le père était un militant communiste émérite et qui est aujourd'hui l'un de mes adjoints. Et en lui disant qui il était, ce que nous faisions ici, il eut quelques mots simples. Et en terminant par quelque chose comme, de mémoire, « Soyez forts et bon courage ». Bon. Ce furent, pour ma part, les derniers mots que j'eus l'occasion d'entendre de sa bouche, et je forme le souhait, au moment où nous l'accompagnons, qu'il continue aussi de nous servir de cortège et d'accompagner nos révoltes, nos maux, nos douleurs
et nos victoires, qui à bien des égards seront, en sa mémoire et en son nom, des victoires partagées. Donc, je souhaite à notre hémicycle, à chacun de nos élus, qu'il puisse demeurer ce qu'il était, non pas simplement le représentant d'un courant politique, mais au cœur d'une société en proie à tous les tourments, un point d'équilibre. Avelicio Presidente. Merci. Josefa Giacometti. Le 25 mars 2010, Dominique Bouquin était élu président de l'Assemblée de Corse. Et ce jour-là, j'entrais à ses côtés, avec Jean-Christophe Angelini, par le hasard, tout simplement de la jeunesse, qui m'avait placé ce jour-là à sa gauche, puisque nous étions alors, du Wantou, les benjamins de cette assemblée. Moi, la jeune indépendantiste, qui faisait ses premiers pas d'élu, et lui, l'homme politique qui nous avait, pour moi, entrant face à lui, durant des décennies combattues. Ce courant nationaliste auquel il s'était souvent opposé. Eh bien, ce jour-là, il avait accompagné, puisqu'on a beaucoup parlé d'humain, et je crois que c'est très juste, il avait accompagné de son expérience ma jeunesse. Et s'était ouvert ainsi le cheminement que nous allions faire ensemble et qui allait, au fil des années, nous rapprocher. Posto che 18 azo presidenze, che l'ha detto qui i miei primi passi. E abbiamo scoperto una oggi, come tutti, a conoscere di lavoro, ma qui risuonava questa voce, dava ritmo, puntellava i dibattiti. Alle volte, in qualche parola, tutto ognuno l'ha detto, le parole erano stilitate, cascavano giuste, non ce n'era manco una di più. Ma ciò che pisava di noi di volte con Domenico erano i suoi silenzi. Perché chi oggi a comunicazione ci diamo a essere corti, a andare presto, a provare di fare in 1 minuto 30. I nostri affari da che la potessi sorte e da che lo potessi giocare d'arnesi di comunicazione, e la sua comunicazione si faceva di noi con il peso di un silenzio. E sapeva qui guardarci, pone lo sguardo, pia il tempo, da dirizzarsi al di là al politico, da dirizzarsi all'uomo e alle donne in dibattito, alle volte più feroci. E sapeva così da un bese a un momento. Come in sto giorno di maggio 2013, in qualche parola, quando in questa assemblea abbiamo votato a convivialità per la nostra lingua, usavamo, mi pare che abbiamo fatto qualcosa di bello, semplice, assinato, abbiamo fatto il riassunto di ciò che abbiamo fatto insieme. Non abbiamo mica le stesse idee, questa manca di dirla, non ha bisogno di precisarla. Ma pur, quando l'interesse comune, quando i valori sono sperduti, i valori umani di sicuro, e na via, l'estro militante, perché era un militante, e quando noi siamo militanti, certa fare ci capiamo. I valori di giustizia sociale, i valori contro lo possesso, pur così non è mica sempre eseguitata tutti i modi di lotta contro lo possesso e neanche condannati certo, ma a un fondo all'altro contro lo possesso di adera li tenia di sicuro a cuore. E ci siamo ritrovati da parecchie volte. E poi Domenico è stato detto di noi, non gli piaceva tanto mandare gli sms, ma ci faceva passare certe cartolelle. In 2 scrivacciolava 2 o 3 parole alla fine dell'intervenzione che noi vediamo. Allora di volta vi dico francamente ci faceva là,
in 2 o 3 parole. Bon, c'était un peu long. Voilà. Ci dici, ho d'altra fare, te ne radio per me. Faceva passare, ci mandava così, e poi di volte erano parole di sicuro più dolci, perché sapeva di non essere dolce. Cantava, chi gli piaceva cantare, chi gli piaceva cantare di noi i canti appena napolitani, ma ricordo qui di certe passate in serata a legge dell'assemblea di Natale, e noi risuonava uso canto e a sorrisa. E poi l'avrete capito che a politica e l'uomo così ci rimette in un capo, a politica è fatta d'uomini, di donne, e di gesti per tutti. E Domenico Bucchini era di quelli che scarsi, troppo scarsi aveva, che sanno denno vilo che ci lea, in umanità, in un senso, in una parola, in un gesto, ciò che ci lea, pur se noi siamo assai lontani da tutto il resto. E un gesto a me, allora mi permetterei di qualcosa d'appena di più intimo per compiere, un gesto che mi ferma a me sarà quello che un giorno Vasco di Avida, come tutto il mondo conosco, ne ha conosciuto uno di figliole. E uno so anche come, non la saprà più mica, o può essere più tardi in un altro mondo, come Domenico l'aveva saputo, non sa tutti. E mi ricordo che è giunto, è stato a fianco a me, a fianco ai miei, a fianco a mia famiglia. Ha passato un momento semplice. E qui di noi, in poche parole e in silenzio. Ma è stato qui. E questo non me ne sono mai scordato. Allora, oggi è sotto l'occhio di Zogari, di Isoi, che digerà di qui, in questa assemblea, pour che noi ci siamo anche combattuti delle idee, si sa che loro mi dia la sua presenza, si sa che loro mi dia la vostra presenza. Può essere che ci sente, ma direi di lui. Si sa che loro mi dia la vostra presenza, di vostro impegno, è stampata qui. E oggi si capisce. In questo luogo sacro, che voi chiamavate luogo sacro di democrazia corsa. Riposate in santa pace, Presidente. Ringraziamo tutti per le vostre parole. Penso che aveva un minuto di sospensione perché chi aveva messo da ridirà. A ringraziare tutti di essere venuti. Dunque, abbiamo un minuto per piacere. Ringraziamo.
Dunque, Maribia, i nostri travai e vi faccio una proposta perché l'affare è stato appena cambiato, adesso Marie-Claude Branca che da principio per pagare si avanziamo mica contro perché chi normalmente è serio che aveva cominciato. Se non ti va in onda allora facciamo passare Marie-Claude Branca perché aveva un appuntamento non è mica agguntato vita, dunque non è mica di più a ringraziarvi. Dunque, cioè il Presidente dell'Esecutivo e mi fa e domanda a voi che dopo abbiamo dopo l'apertura ufficiale della sessione, i processi verbali e poi dopo ci andremo a Mandia, Carcusella. Faremo passare il rapporto Corsica Prospettiva dopo mezzogiorno. Ecco, dunque, ribigliamo in cui e domande a bocca. Allora, Marie-Claude Branca da Bia Barola per correre in fronte. Vi ringrazio. Signor Presidente, il 25 di novembre del 2025 in Portietto abbiamo posto la questione dell'alloggio sociale. Al di là del caso della comuna, il problema tocca la realtà della gestione dell'alloggio in Corsica. Quando si tratta di amministrare un nostro destino sociale e culturale, non possiamo lasciare accanto questa questione. Il constato è chiaro. Il parco sociale rappresenta più deboli proporzioni d'alloggi chiusi, TNT2, paragonati a un lido francese. A Corsica mostra una debole percentuale, 10% della parte dell'alloggio sociale. E soprattutto Erilia, filiale francese del gruppo Alloggio Rudiano legato ai banchi BCPE, che in Corsica è il principale appidunatore in cui una gestione del 42% degli alloggi. Tenendo conto che a Corsica ha una domanda annuale di alloggi sociali di 6.500 persone, a proposta è 4 volte inferiore alla domanda. Questa domanda mette di nuovo in rilievo una fortissima venuta d'altro, mentre i corsi hanno di più in più difficoltà a poter campare in terra soia. Un corso 95 campa sotto il limite di povertà. Di petto a questa domanda, gli appidunatori paesani non riescono a mantenere il loro ruolo, in cui un fondiario troppo caro, in norme energetiche e riabilitazioni troppo care, e difficoltà di accesso ai crediti bancari facili che si impatroniscono le società francesi e altri come Erilia o come Action Logement. Difatti, sono condannati a sparire. Si può dire che accanto alla colonizzazione francese di popolamento c'è la colonizzazione in cui capitali. Per conto nostro, per restare sul pericolo di egemonia strutturata che partecipa alla colonizzazione sociale e culturale, difendiamo chiaro il principio di maestria pubblica del parco sociale in Corsica, parmitaria di Vala Vinita, con la spargodera di piccoli appidunatori paesani e di preservare i nostri equilibri sociali e culturali. C'è di nuovo la questione del peso di RLS imposta da poi il 2018 non all'appidunatori. Al contrario di DomTom, che hanno saputo ereditare e negoziare una derogazione, a Corsica ne soffre. E questa Corsica autonoma che vogliamo costruire sotto dipendenza delle società francesi. Per questo vi domandiamo, che contenti di va davvero per avere una vera maestria di un parco sociale in Corsica e salvare i piccoli appidunatori paesani di queste sparizioni programmate dalla caparera di un mercato. Vi ringrazio. Ringraziabi. Allora, di Julien Paolini.
qui va répondre au président de l'Agence de l'urbanisme. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée de Corse, Madame la conseillère, merci pour votre question. Tout d'abord, pour avoir dressé un constat sur la problématique du logement en Corse, je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste, ni dans cet hémicycle, ni en dehors, la tension ou les tensions particulières qui règnent sur notre île en matière d'accès au logement, que ce soit d'accès au logement social, d'accès au logement à la propriété ou d'accès au logement en location. Vous l'avez dit, de nombreux Corses rencontrent les plus grandes difficultés pour se loger à des prix abordables ou dans des logements décents. Cette situation, on en a discuté à plusieurs reprises, elle est aggravée par la croissance démographique rapide de notre île, notamment dans certains territoires, qui entraîne une augmentation des besoins en logement et qui entraîne également une hausse constante des prix du foncier et de l'immobilier, malgré une dynamique de construction importante. C'est vrai qu'on a beaucoup construit de logements et pour autant, ça n'a pas enrayé la croissance des prix, que ce soit du foncier ou de l'immobilier, avec bien sûr la question de la prolifération des résidences secondaires, des meublés de tourisme qui accentuent les tensions sur le marché du logement, en particulier pour les jeunes et les ménages précaires. Ça, c'est pour le constat général. Mais je crois qu'il faut qu'on distingue les dynamiques en fonction des secteurs géographiques de l'île. Puisque la situation n'est pas la même dans les secteurs urbains ou périurbains de l'île, qui concentrent l'essentiel des emplois, notamment Bastia, Ajaccio et le périurbain, d'un côté, où là, on a en grande partie des résidences principales et du logement à l'année, et notamment du logement social, que ce soit les bailleurs publics, l'Office public de l'habitat de la Corse, de la CAPA, ou les bailleurs sociaux privés, comme Erilia, que vous avez cité. Et de l'autre côté, les zones littorales et touristiques, qui pressentent souvent des taux élevés de résidences secondaires, de meublés de tourisme. Vous avez cité les angles de Porto Vecchio, mais on aurait pu en citer bien d'autres, où là, on a en effet des taux significatifs de résidences secondaires, aux alentours de 55%, quand la moyenne corse établie à 35%, donc on est, vous le voyez, 20 points au-dessus de la moyenne insulaire, et une évolution forte sur ces dernières années, puisque entre les années 90 et aujourd'hui, on est passé de 40% de résidences secondaires dans ces secteurs à 55%. Donc on voit bien qu'on a une dynamique très forte sur la croissance de résidences secondaires et donc d'offres de logements non permanents. Et enfin, le dernier zone, le dernier secteur, les zones rurales de montagne de l'intérieur, où là, en effet, on a un taux important de résidences secondaires également, mais qui est plus lié à la déprise rurale et à des logements patrimoniaux, aux maisons de village, au patrimoine des Corses. Et enfin, un dernier point sur le constat, le déficit structurel en logement social, on manque, il faut qu'on se le dise aussi, on manque cruellement d'offres de logements sociaux en Corse, et les derniers chiffres sont parlants, près de 8 000 demandes en 2023 pour 1 000 attributions. On voit bien la nécessité de renforcer l'offre, notamment par la construction de nouveaux logements sociaux. Mais je crois que la principale question que vous posez, ce n'est pas tellement celle du constat, mais plus celle sur les moyens que nous avons pour agir. Alors je rappelle ce qu'a fait la collectivité de Corse depuis 2020, notamment au travers du règlement d'aide Una Casa per Tutti, Una Casa per Ognuno. Donc aujourd'hui, on peut faire le bilan de ce règlement d'aide. Aujourd'hui, c'est 5 ans de mise en œuvre de cette politique d'aide au logement, 75 millions d'euros mobilisés,
32 millions d'euros en faveur des communes pour créer du logement locatif partout sur le territoire et notamment dans les communes de l'intérieur et de montagne. Et c'est plus précisément, en ce qui concerne les logements sociaux, 26 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, publics et privés. Et où c'est intéressant, c'est de voir que la priorité, et ça se traduit par les engagements budgétaires, a été donnée aux bailleurs publics, sous maîtrise publique. Puisque sur les 26 millions d'euros consacrés au développement des logements sociaux, 19 millions d'euros sont allés sur des projets portés par l'Office public de la Corse et par l'Office public de la CAPA. Et donc les 7 millions restants pour les bailleurs privés, notamment pour des opérations de réhabilitation. Donc la question de la maîtrise publique du parc social, elle est au cœur de nos choix politiques. C'est valable sur la question du logement. Les communes, les bailleurs sociaux qui ont été aidés de manière forte ces 5 dernières années et on va continuer de le faire, mais également dans d'autres secteurs stratégiques, bien sûr dans le secteur des transports, de l'eau, des déchets ou encore de l'énergie. Et vous savez également que le marché, mécaniquement, il oriente le logement vers les usages secondaires ou touristiques. Et je voudrais rappeler les choix politiques qui sont les nôtres. 3 points principaux. Premier point, la priorité donnée au secteur public, je l'ai rappelé et j'ai donné les chiffres, notamment par le soutien aux offices publics de l'habitat, par des conventions d'objectifs et de moyens. Et on aura une nouvelle convention d'objectifs et de moyens qui vous sera présentée dans les prochains mois, qui sera, je pense, très ambitieuse en matière de développement du logement social avec les offices publics de l'habitat. Deuxième point, la trajectoire de dépendance et de réduction par rapport aux opérateurs extérieurs. Et enfin, la production de logements encadrés. On a besoin de créer du logement, mais du logement encadré, surtout dans les zones à forte pression touristique. Quand je parle de logement encadré, je parle du logement social, je parle du bail réel et solidaire ou encore de l'accession sociale encadrée. On voulait vous proposer plutôt, dès le mois de février, la révision du règlement d'aide au logement, justement, qui, notamment, réaffirme ses priorités politiques. On le fera au mois d'avril pour des raisons de campagne électorale et de la nécessité d'avoir une prudence en matière de dispositifs dans cette période à proximité des échéances municipales. Donc, la révision du règlement d'aide au logement vous sera présentée au mois d'avril. Il s'agira notamment, et j'insiste, d'aider plus fortement les communes qui mettent en œuvre des outils pour favoriser l'accession à la propriété pour les Corses, qui mettent en œuvre des outils de régulation des résidences secondaires et des meublés de tourisme. Et sur ce point, je rappelle que pas plus tard que la dernière session, on a voté un nouveau règlement d'aide aux communes qui introduit une réserve stratégique pour soutenir les projets d'investissement dans les communes qui s'engagent à lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Et je dois vous dire aussi que je regrette que lors de cette session, les oppositions, notamment nationalistes, n'aient pas soutenu ce choix politique qui était un choix politique fort et assumé. C'était pourtant, je crois, l'occasion de dire ensemble que nous n'acceptons pas que le jeu du marché continue de menacer la capacité des collectivités, quelles qu'elles soient, de la collectivité de Corse, mais aussi des communes, à répondre efficacement aux besoins essentiels des insulaires, parce que dans l'attente de l'autonomie et dans l'attente d'un statut de résident, notre responsabilité collective, Conseil exécutif, majorité et opposition, c'est d'agir ensemble en mobilisant l'ensemble des moyens législatifs et réglementaires à notre disposition pour garantir à chaque Corse la possibilité de se loger dignement sur sa terre. A ringraziare. A ringraziare, Presidente. Ecco, arriviamo dunque un filo normale di radio di presentazione di domanda bocca. Dunque, normalmente dirà Saverio Luciani che aveva una domanda, ma di rimpiazzato avete a parola Vanina Le Beaumain. Ringraziabile, signora Presidente.
Monsieur le Président du Conseil exécutif, le début de l'année 2026 aura été marqué par de fortes et nombreuses mobilisations agricoles ici et ailleurs. À l'heure des négociations sur la nouvelle politique agricole commune 2028-2034, le monde agricole manifeste sa grande inquiétude, pose ses interrogations majeures quant à son avenir, et ce, dans un contexte géopolitique international tendu et un paysage politique français miné par une instabilité désormais chronique. Dans ce marasme qui ne l'épargne plus, la Corse prend sa part de révolte et de revendications. Ainsi, la coordination rurale présente à Paris pour dénoncer le danger mortel du Mercosur pour la plupart de nos filières et les abattages abusifs de bovins suite à la dermatose nodulaire. Ce premier appel traduit sans conteste le malaise profond d'une profession qui était hier dans ce pays bien plus qu'une profession, mais un pilier de notre identité. On pourrait y ajouter la dernière communication des filières ovines et caprines qui rappelle les dangers d'ordre sanitaire pesant sur les cheptels et qui réclament légitimement le renforcement du protocole de prévention face au risque permanent de fièvre catarrhale, de la tuberculose animale, de dermatose nodulaire et autres pestes porcines africaines déjà présentes en Espagne et en Italie. Enfin, durant la semaine écoulée, ce sont FDSEA et JA qui ont occupé la DDTM à Bastia et qui seront reçus demain vendredi au ministère de l'Agriculture à Paris. Il va sans dire que tous ont notre soutien inconditionnel dans leur combat pour la sauvegarde et la promotion des activités agricoles dans notre pays. Leur combat est aussi et d'abord notre combat. À cet égard, si la motion en passe d'être votée demain évoque plusieurs aspects, elle mérite à notre sens quelques amendements notables. En effet, au gré des mandatures et des votes unanimes, le problème agricole demeure un problème éminemment politique. Or, en 2026, le mouvement national aspire toujours à l'avènement d'une évolution institutionnelle historique où le vocable autonomie dépasse de manière incontestable toutes les considérations symboliques et autres pointillés législatifs, parce que l'autonomie politique est consubstantiellement financière et alimentaire. Aujourd'hui, le véritable défi posé à la Corse pour des nationalistes corses, c'est celui de répondre efficacement et durablement à une impérieuse nécessité. Proposer un modèle insulaire particulier, enracinant l'activité agricole dans le paysage des décennies à venir. C'est donc en même temps garantir les conditions élémentaires du maintien et du développement, tout en dérogeant sans la moindre ambiguïté, dans une originalité adaptée à nos contraintes et à nos aspirations, à une politique agricole commune dictée, formatée et imposée dans le seul intérêt des États-nations d'Europe. Cette nouvelle PAC constitue, et beaucoup aiment à le rappeler, le principal mécanisme de soutien mis en place par l'Union européenne pour structurer un espace agricole commun, accompagner les exploitations et soutenir le développement des territoires ruraux. Soit, à ce stade, il est clair que la voix de la Corse a vocation à se faire entendre autrement que par les chemins du droit commun français et européen. Oui, cette île subit le double handicap de l'insularité moderne et de sa géographie montagneuse, la plus montagneuse de Méditerranée, avec une altitude moyenne de 565 mètres. Et au-delà des dangers qui pèsent sur nos cheptels, doit-on rappeler son taux d'autosuffisance alimentaire de 4% quand la France est à 80%? Doit-on rappeler que le taux de surface agricole déclaré n'est que de 19%, quand la France est à 54%, que 40% des parcelles foncières de montagne restent non titrées, que l'enveloppe ICHN Corse est de 14% inférieure à la moyenne française, malgré le double handicap spécifique de la Corse, insularité et montagne évoqués plus haut, que 70% des plus belles parcelles agricoles sont en friche et sous-exploitées, et que peu de remembrement est réalisé en Corse à l'inverse des autres régions d'Europe, que le prix des carburants impacte toutes les activités. Pour l'heure, il importe de positionner à son juste niveau notre revendication face aux États-nations et à l'Europe. La Corse doit se donner les moyens d'obtenir un statut dérogatoire, déclinant par là même les modalités de sa gouvernance. Cet objectif requiert la mise en débat rapide d'un véritable plan de développement agricole de la Corse. Que comptez-vous faire pour poser les fondements indispensables de ce plan au regard du PADUC, du schéma d'aménagement hydraulique et de la revendication d'autonomie qui guide nos pas vers la souveraineté politique? Merci. Ringraziabi.
Allora di Presidente di Lodarc chi vada a rispondere. Dume Livrilli. Ringraziamo. Madame la conseillère territoriale, je partage votre soutien affiché aux agriculteurs corses, mais permettez-moi d'être clair d'emblée. Le temps des constats partagés et des incantations est terminé. La situation que traverse l'agriculture corse n'est pas le fruit du hasard, elle est la conséquence directe de choix politiques répétés, européens et français, qui ont durablement marginalisé ce secteur stratégique. Je parle ici en responsabilité, mais aussi en tant qu'éleveur ovin, donc sans posture ni naïveté. Je me félicite en premier lieu que vous ayez rappelé des éléments chiffrés que nous avons nous-mêmes mis en avant pour justifier la singularité de la Corse. Son niveau d'autonomie alimentaire, la part des surfaces consacrées à l'agriculture et même son relief moyen de 565 mètres. Mais ces chiffres ne servent à rien s'ils ne débouchent pas sur des décisions. Vous appelez à une planification du développement agricole. Soyons sérieux, la Corse n'a pas besoin d'un plan de plus. Le développement agricole ne se décrète pas comme on programme la construction d'un ouvrage hydraulique ou d'une infrastructure. Il repose sur une approche multifactorielle, transversale, qui dépasse largement le seul champ agricole. Ce n'est donc pas la méthode choisie par l'exécutif, car le problème n'est pas méthodologique. Il est politique et institutionnel. L'enjeu n'est pas de produire un plan supplémentaire, mais bien de faire sauter des verrous politiques anciens pour mettre enfin en cohérence les moyens d'action avec les objectifs affichés. L'expérience est d'ailleurs éclairante. Les orientations stratégiques agriculture, forêt et développement rural votées en 2013 à la quasi-unanimité de cette Assemblée reposaient sur un diagnostic juste et une ambition forte. Pourtant, faute de levier réel, elles n'ont jamais pu être pleinement mises en œuvre, parce que sans levier politique, un plan n'est qu'un document. Ces verrous politiques que je mentionnais, nous les connaissons tous. L'absence de moyens d'action sur le foncier pour valoriser les potentialités agricoles, les potentialités productives de nos territoires, même si la révision du PADUC peut nous offrir l'opportunité de transformer les ESA en espaces de production vivants, dépassant ainsi le stade de la simple sanctuarisation. Des compétences clés qui échappent encore à la collectivité, notamment en matière sanitaire ou éducative. Une PAC inadaptée qui n'encourage pas le couplage des aides à la production. Des moyens financiers mal calibrés ou qui manquent de cohérence. Une gouvernance qui reste à améliorer. Aussi, nous avons tiré profit de l'expérience de ces plans stratégiques et fait le choix de concentrer notre action sur la levée concrète de ces blocages au développement de l'agriculture corse, parfois anciens de plusieurs décennies. Dans ce cadre, un certain nombre d'initiatives ont été prises. D'abord, s'agissant de l'autonomie de la Corse, qui constitue un levier essentiel pour agir réglementairement sur la reconquête des terres agricoles. Je citerai un exemple emblématique, la réforme du régime des autorisations de défrichement, dont seuls sont exonérés aujourd'hui les terrains mis en valeur depuis moins de 30 ans. J'y ajoute la volonté de mettre en place une véritable politique de rénovation agraire, intégrant fiscalité, tenure foncière et mise en valeur, rendu possible par l'élargissement des compétences de la collectivité. Ensuite, sur le sanitaire, là encore, tant que la Corse restera un simple territoire d'application, elle subira. Faire de la Corse un territoire sentinelle n'est pas un slogan, c'est une nécessité stratégique face aux risques sanitaires qui menacent nos cheptels et nos cultures. Sur le volet recherche, également avec la mise en place d'un partenariat inédit et appelé de ses vœux depuis de nombreuses années entre l'ODARC, l'INRAE, l'Université de Corse et les professionnels agricoles, au travers d'un projet FEDER sur la problématique du changement climatique et de l'autonomie alimentaire. Enfin, sur la préparation de la PAC 2028-2034, les textes sont sur la table depuis l'été 2025. Et soyons lucides, si la Corse ne s'impose pas politiquement maintenant, elle sera, une fois de plus, la grande oubliée. C'est pourquoi nous intervenons à 3 niveaux. Au niveau européen,
en défendant sans relâche l'application de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment au sein du comité des régions sous l'impulsion de Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, avec des rencontres directes avec le commissaire européen, les services de la DG Agri et par le dépôt d'amendements au texte. Au niveau français, en sollicitant auprès du ministère de l'Agriculture un chapitre spécifique et un système d'aide dédié à la Corse, intégrant les deux piliers de la PAC désormais fondus dans un fonds unique avec la politique de cohésion et de la pêche. Un courrier co-signé par Madame la présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le président de l'exécutif et moi-même a été adressé au Premier ministre dans le cadre de l'arbitrage qui doit être rendu très rapidement sur l'architecture de la future PAC. Enfin, au niveau territorial, au travers d'un cycle de rencontres réunissant les représentants élus et les syndicats du conseil d'administration de l'autarque, afin de dimensionner le projet agricole de la prochaine programmation. 5 réunions thématiques se sont d'ores et déjà tenues d'octobre à janvier concernant l'historique des plans et le cadre réglementaire de la future PAC, le foncier, la formation, l'installation, les financements et l'accès au marché. Je me permets d'ailleurs de relever qu'aucun élu du groupe Avancem n'y a participé, pas plus que votre groupe ne siège habituellement au conseil d'administration de l'ODARC, pourtant lieu central d'échange et de co-construction. Madame la conseillère, ces éléments conditionnent à n'en pas douter l'avenir de l'agriculture corse qui ne se jouera ni dans les plans sans levier, ni dans les postures démagogiques et politiciennes. Il se jouera dans notre capacité à assumer une rupture avec le droit commun, à obtenir un statut dérogatoire et à faire de la souveraineté alimentaire un pilier concret de l'autonomie. A ringrazia. Allora, a ringraziarvi. Allora c'è adesso una domanda normalmente fatta da lui Pozzo di Borgo per fare Pobolo, continuità territoriale. Avete la parola. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, la collectivité de Corse fait aujourd'hui face à une équation budgétaire de plus en plus contrainte. Dans un contexte où, faute de pacte fiscal permettant de dégager des recettes propres, nos marges de manœuvre demeurent limitées, notre trajectoire budgétaire reste largement dépendante des arbitrages arrêtés dans les préparations et l'exécution du budget de l'État. Au premier rang de ces paramètres figure la dotation de continuité territoriale, dont l'objet est précisément de compenser les contraintes de l'insularité en matière de liaison maritime et aérienne. Or, chacun le sait, cette dotation est figée depuis 2009, alors même que les coûts d'exploitation du service public de transport ont fortement augmenté. Ce décalage pèse directement sur nos équilibres budgétaires et sur la sécurisation de la continuité territoriale et par conséquent du service public maritime et aérien. Par ailleurs, au 1er janvier 2026, la Corse est dotée d'un nouvel outil consulaire, l'établissement public de commerce et d'industrie de Corse, en lieu et place des CCI. Ces ressources reposent en grande partie sur la taxe pour frais de chambre, encadrée au niveau français et donc exposée aux arbitrages des lois financières, avec des inquiétudes légitimes pour la capacité de ce nouvel établissement à exercer pleinement ses missions dans une phase de bascule institutionnelle très importante. Dans ce contexte, Monsieur le Président du Conseil exécutif, pouvez-vous nous confirmer les modalités de sécurisation de la DCT pour 2026 et nous préciser comment cette évolution se traduit concrètement dans la construction puis l'exécution du budget de la collectivité? S'agissant de l'établissement public du commerce et d'industrie de Corse, quelles garanties ont été obtenues ou restent à obtenir pour assurer la continuité de financement via la taxe pour frais de chambre et la pleine insertion du nouvel établissement dans les mécanismes nationaux de répartition afin qu'il puisse exercer ses missions sans s'être fragilisé dès cette première année? Enfin, quelles perspectives et quels leviers l'exécutif fixe-t-il pour 2026 afin de protéger dans la durée nos deux dispositifs structurants, continuité territoriale et accompagnement économique des entreprises corses, dans un contexte où les arbitrages français et européens peuvent peser directement sur notre trajectoire budgétaire et sur le pouvoir d'achat? Je vous remercie. A ringraziarvi. Allora, qual è chi risponde? O Presidente di Lesegudio. Merci pour votre question qui permet de refaire un focus sur deux catégories de problématiques qui nous ont largement occupés et préoccupés lors des dernières semaines et qui ne sont pas, au moment où je vous réponds, totalement réglées ni traitées. Ce n'est pas faute, bien sûr, d'avoir multiplié les courriers, les coups de téléphone, voire les réunions, y compris ces tout derniers jours.
Je précise également que nous aurons l'occasion sans doute de répondre de façon plus complète à l'occasion du débat devant votre Assemblée sur le rapport d'exécution de la délégation de service public, dans le rapport maritime, notamment sur les questions liées à la DCT ou plus généralement au financement de la continuité territoriale dans un contexte où, vous le savez, l'augmentation prévisible des coûts de carburant dans les mois à venir et surtout la fiscalité des ETS continue de fragiliser, au même titre qu'un certain nombre d'autres facteurs, notre modèle global. Ceci étant, et pour vous répondre directement et de façon synthétique dans le cadre de votre question orale, premier point, la dotation de continuité territoriale, c'est un combat de fond que nous menons de manière récurrente à chaque exercice budgétaire. Je rappelle que la situation politique nationale rend les choses difficiles dans la mesure où plusieurs de nos interlocuteurs gouvernementaux sont souvent mobilisés par d'autres problématiques. En tout cas, en ce qui concerne la dotation de continuité territoriale, le projet de texte qui devrait être validé via le 49.3 prévoit un montant de dotation de continuité territoriale pour l'année 2026 de 60 millions d'euros. Donc, bien sûr, vigilance et attente du résultat du vote définitif, mais si c'est ce montant qui est retenu, c'est le juste montant que nous avions objectivé d'un point de vue technique, que nous avons sollicité. Ce sont également les demandes qui ont été reprises à leur compte grâce au travail des parlementaires corses, aussi bien par les votes non décisionnels, mais quand même importants politiquement, de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté pour un montant de 60 millions d'euros. Donc si nous obtenons ces 60 millions d'euros, nous aurons le financement de la dotation de continuité territoriale pour l'année à venir. Restent deux problèmes. Premier problème, c'est celui de la pérennisation de cet ajustement qui implique à la fois une majoration de l'enveloppe et ensuite une réindexation tous les ans. De ce côté-là, malgré nos efforts, nous n'avons aucune garantie et donc nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation qui nous met systématiquement chaque année et à l'occasion de chaque vote budgétaire de la loi de finances dans une situation d'instabilité, d'insécurité structurelle. Premier problème à régler. Deuxième problème à régler, les discussions en cours avec le gouvernement laissent apparaître un profond désaccord, puisque le gouvernement laisse accroire ou souhaiterait laisser accroire que la majoration de la dotation de continuité territoriale jusqu'à un montant de 60 millions de DCT permet d'intégrer le coût ou le surcoût des ETS. Alors cette explication n'est pas recevable, elle n'est pas recevable juridiquement, elle n'est pas recevable politiquement, elle n'est pas recevable budgétairement. La dotation de continuité territoriale ne peut pas servir à venir compenser le coût d'une fiscalité, il faut que ce soit dit clairement, y compris vis-à-vis notamment des entrepreneurs corses et des consommateurs corses qui risquent de voir répercuter sur le coût à la caisse le surcoût induit par une fiscalité qui n'est pas adaptée aux contraintes de l'insularité. Donc, 60 millions d'euros, normalement, oui, attendons, mais des éléments d'incertitude importants et un débat de fond qu'il faut continuer de mener. Je rappelle quand même, ça sera dit par, certainement par Jean-Félix Acquavive dans le cadre d'une autre réponse à question orale, et nous l'aborderons cet après-midi, rappeler quand même qu'il y a eu, c'est peut-être passé inaperçu, le 30 décembre 2025, la publication d'une décision de la Commission européenne qui a intégralement validé notre système de financement du service public. Et notamment, nous avons fait la démonstration technique, argumentée et validée, je le répète, par la Commission européenne, que chaque euro de dotation de continuité territoriale alloué vient financer le service public et le service public seulement. Donc la discussion sur le périmètre juste et utile, elle est close en ce qui nous concerne et nous avons eu la validation de la Commission européenne. Deuxième point important, c'est le financement du nouvel établissement public de l'industrie et de commerce de Corse. Sans rentrer dans le détail technique, je rappelle que, hors concession de services publics, les activités
établissements publics, notamment dans le domaine du conseil aux entreprises, de l'accompagnement des entreprises, sont financés par la taxe pour frais de chambre, que la taxe pour frais de chambre fait l'objet d'un prélèvement au plan français et d'une gestion par CCI France qui redistribue ensuite aux différents établissements publics par le biais d'une péréquation qui, globalement, défavorise les petits établissements publics comme le nôtre. Pour nous, la logique de la nouvelle loi, de la loi spéciale qui a organisé le rattachement, justifie un mode de financement qui soit dérogatoire, c'est-à-dire un préfinancement qui serait prélevé sur le montant global de la taxe pour frais de chambre, attribué à la collectivité de Corse, qui ensuite le rétrocède à l'établissement public. Cette évolution suppose une évolution législative. Elle n'a pas été possible dans le cadre politique d'instabilité que vous connaissez actuellement. La garantie qui a été donnée politiquement par le gouvernement, c'est que le montant de la taxe pour frais de chambre correspondant à la moyenne des 3 exercices antérieurs au rattachement serait reversé cette année suite à une intervention directe du gouvernement auprès de CCI France. Donc cet engagement a été pris. Nous veillerons à ce qu'il soit respecté. Et puis, parallèlement, il faudra que nous continuions à œuvrer pour la prise en compte par la loi, car ça impose une modification du Code général des impôts, des nouvelles modalités de financement de nature à garantir la pérennité de la ressource qui est nécessaire à l'établissement public pour fonctionner. Et je rappelle qu'en parallèle, nous continuons le travail pour organiser le rattachement par voie législative de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse. C'est un engagement qui avait été pris dans le cadre de la loi Pacte, qui n'a pas été tenu pour l'instant et que nous devons réussir à faire concrétiser au plus vite. Ringrazio, Presidente. Allora, qua c'è una domanda che è fatta da Jean-Noël Profisi per correre in fronte non ta ritorno in Corsica, di sicuro di abicula stadula preistorica di Campo Fioredo. Grazie, Présidente. Madame la conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, à l'automne 2023, la mise en ligne d'une pétition pour le retour en Corse de la statuette préhistorique de Campo Fioredo avait relancé l'attrait pour cet objet archéologique. Plus d'1 millier de personnes l'avaient à ce titre signé. En novembre 2023, l'exécutif annonçait par voie de presse un partenariat avec le British Museum pour le prêt et l'exposition en Corse de la statuette de Campo Fioredo. Or, 2 ans après, cet objet n'est toujours pas revenu en Corse. Découverte dans le sud de la Corse à Grosse de manière fortuite, entre la fin du 19e et le début du 20e, cette Vénus corse de seulement 7 cm de haut a récemment été datée du néolithique moyen, autour de 4500 avant Jésus-Christ, en comparaison avec des statuettes retrouvées dans les années 1970 en Sardaigne. Elle est la propriété du célèbre British Museum depuis 1927, après avoir été achetée par un paléontologue anglais. En 2024, une équipe de chercheurs corses et anglais a localisé une nouvelle statuette au musée de Cambridge. Celle-ci serait l'originale, acquise dès 1926. Celle du British Museum n'aurait été qu'une copie de travail réalisée par le fameux paléontologue. Depuis de nombreuses années, l'une et l'autre ne sont plus exposées et se trouvent dans les réserves de ces musées. Ces 2 statuettes participent du patrimoine archéologique et culturel de la Corse. Elles constituent un témoignage emblématique de notre histoire très ancienne. D'ailleurs, plusieurs milliers d'objets archéologiques provenant de Corse dorment dans les réserves des musées français et européens. Il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur la restitution des biens culturels emportés ou pillés de leur lieu d'origine. Cette problématique, pourtant légitime, mais juridiquement complexe, relève des prérogatives des États. Les interpellations officielles par les parlementaires corses, le député Paul-André Colombagne en 2019, puis les sénateurs Jean-Jacques Panuzzi et Paolo Zantoparigi en 2023, restées lettres mortes, illustrent cette difficulté. Des solutions alternatives simples
à mettre en œuvre, comme le transfert, la donation, le prêt à long terme ou le dépôt provisoire existent. Il est de notre devoir que ces 2 statuettes et les milliers d'autres objets préhistoriques et paléontologiques conservés hors de Corse puissent un jour retrouver notre île et être exposés au public dans les musées archéologiques de Sarthet ou de Lévis. Notre question sera la suivante. Où en est le partenariat avec le British Museum, annoncé fin 2023, pour faire en sorte que la statuette de Campo Fiureddu revienne en Corse, précisément un siècle après sa disparition? A ringraziarvi. Allora, quale che risponde Anelor Santucci, in carica di agricoltura di patrimonio e altre sicure competenze e responsabilità. Allora, chinesimo di sta statua, piccola statua, perché 7 gente ne mica rende. Avete la parola. Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller, je vous remercie de me donner l'occasion d'informer notre Assemblée sur le travail que j'ai effectué depuis le mois de février 2025 comme conseillère exécutive en charge notamment du patrimoine. Je vous remercie également de me permettre de prendre la parole et de pouvoir aborder dans cet hémicycle un sujet, vous l'avez dit, éminemment politique et profondément symbolique, qui est celui de la restitution à la Corse de son patrimoine historique. Figurez-vous que ce sujet a été abordé très récemment, la semaine dernière, pour ne rien vous cacher, à l'occasion d'une visite de terrain effectuée aux côtés des équipes de la direction du patrimoine et avec celle du musée d'archéologie de la Corse à Sarthet. Vous l'avez compris, la question du retour en Corse de la statuette de Campo Fiureddu, comme d'autres éléments de notre patrimoine, beaucoup d'autres, fait partie des préoccupations qui m'animent depuis ma prise de fonction et qui, soyez-en certains, ont animé mes prédécesseurs. Il convient d'abord de rappeler, Monsieur le Conseiller, à cette Assemblée, mais vous l'avez dit, que la constitution des collections des musées de Corse, et en particulier celle issue de l'archéologie, s'est considérablement enrichie ces dernières années. Je vous donnerai quelques exemples plus tard. Plusieurs ensembles patrimoniaux majeurs, issus de découvertes récentes et scientifiquement documentés, sont venus nourrir et structurer le discours sur l'histoire des peuplements de la Corse. Je pense par exemple au sarcophage de l'âne, mais il y en a beaucoup d'autres. Ces ensembles jalonnent aujourd'hui le parcours permanent du musée d'archéologie de la Corse à Sarthet. Parallèlement, un prêt de 2 ans a été consenti pour une 50aine d'objets provenant de la collection emblématique d'origine corse, conservés hors de l'île, et en ce début d'année, les services de la collectivité travaillent activement au retour de plusieurs autres collections corses conservées à l'extérieur de l'île. S'agissant plus spécifiquement de la statuette néolithique de Campo Fiureddu, l'intérêt de la collectivité de Corse pour son retour, même temporaire, n'est pas nouveau. Vous l'avez dit, 2 tentatives avaient déjà été engagées par le passé. Dans les années 2000, une première demande de prêt formulée par le musée de Sarthet avait été refusée par le British Museum. Plus récemment, en 2024, un accord avait été trouvé pour un prêt court au musée de l'Altaro à Liuille, suivi d'un prêt long au musée d'archéologie de la Corse à Sarthet. Ce projet avait d'ailleurs bénéficié d'un arrêté d'insaisissabilité délivré par le ministère de la Culture. Toutefois, les démarches ont dû être interrompues en raison du coût très élevé de ce transport imposé par le musée prêteur. Vous le savez, les 2 statuettes, celle conservée à Londres et celle découverte en 2024 à Cambridge, sont détenues légalement par ces institutions qui disposent de certificats d'acquisition. Leur caractère inaliénable exclut donc toute restitution au sens juridique du terme, bien sûr. Vous comprendrez donc que solliciter le retour des 2 statuettes ne suffit pas, mais à contrario, comme vous l'avez dit, cela n'empêche pas d'envisager un prêt de longue durée au bénéfice du musée d'archéologie de la Corse. Dans ce contexte renouvelé, marqué à la fois par la découverte d'une seconde statuette et par l'expérience des démarches précédentes, il apparaît aujourd'hui nécessaire de redéfinir notre stratégie. Les services de la collectivité de Corse, en lien étroit avec ceux du ministère de la Culture, travaillent actuellement au renouvellement d'une demande de prêt long portant sur les 2 statuettes. Et je peux vous le dire aujourd'hui, nous avons des éléments qui nous permettent de penser que cette démarche aboutira très prochainement. Au-delà de ce dossier, je voulais quand même insister sur le fait qu'il s'agit d'un choix éminemment politique et dire quelques mots.
Si restituer signifie, comme nous l'entendons, rendre un bien à son propriétaire, alors le retour de ces objets emblématiques est bien un acte de reconnaissance. Reconnaissance envers notre histoire, envers notre mémoire collective, mais aussi et surtout reconnaissance envers notre capacité à la transmettre aux générations futures. Vous l'avez compris, il s'agit là d'un enjeu de souveraineté culturelle. J'ai souhaité que cette réflexion soit élargie à d'autres ensembles majeurs, tels que le Trésor de Cagnan, pour lequel une exposition est en cours d'élaboration, ou le Trésor de Lave, pour ne citer qu'eux. Ce travail qui a commencé concerne également l'ensemble des objets de l'archéologie sous-marine, présents au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, dit DRASM. Nous continuons donc à nous y atteler avec constance et détermination pour que ces biens puissent rejoindre le bien commun et les collections corses. Ce retour n'est pas pensé uniquement comme un acte patrimonial ou muséal, il nourrit notre ambition collective que vous partagez certainement, car ces objets ont vocation à devenir des supports de réflexion et de recherche, en particulier pour notre jeunesse, pour les étudiants, pour les chercheurs. Leur présence sur la terre de Corse permettra de renforcer les travaux scientifiques, notamment ceux menés à l'université, de stimuler de nouvelles études, de croiser les regards et de faire progresser la connaissance d'une histoire qui n'est jamais figée, une histoire en perpétuelle évolution au gré des découvertes archéologiques et des avancées de la recherche. C'est en donnant accès à ces ressources, ici, en Corse, que nous permettrons aux Corses d'écrire avec rigueur les pages encore ouvertes de leur propre histoire. Enfin, nous pensons que ce mouvement de retour doit aller de pair avec l'extension des espaces de réserve du CCE, du musée de Sartène et d'Aléria. C'est pourquoi, dans le cadre des projets prioritaires du PTIC, des échanges sont actuellement engagés autour du complexe d'Aléria, dont le centre de conservation et d'études constitue pour nous un levier essentiel du développement de la recherche archéologique. De plus, il est primordial de mener un effort de réactualisation des parcours permanents de nos musées qui doivent être, je le dis, plus modernes, plus didactiques, plus accessibles à destination des Corses et bien sûr des visiteurs étrangers. Afin de mieux connaître la richesse de notre patrimoine, la singularité de notre culture, de la partager, de cette culture profondément ancrée dans notre histoire, mais bien sûr résolument ouverte sur le monde. Vous l'avez compris, monsieur le conseiller, l'histoire d'un peuple ne s'inscrit pas uniquement dans les livres, elle s'incarne avant tout dans les vestiges de son passé, dans les objets et les sites qui ont traversé les siècles. Notre patrimoine archéologique n'est pas uniquement le miroir de notre identité collective, il est aussi le socle sur lequel nous construisons notre présent et notre avenir. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, di Josefa Giacometti, Pireda Gaddava, Azo Dumanda. Monsieur le Président, parce qu'ici tout a commencé. C'est ainsi que vous avez présenté votre candidature à la mairie de Bastia. Parce qu'ici, nous sommes les garants des intérêts du peuple corse. Ici, l'urgence commande d'entrer rapidement dans un nouveau cycle. Au cours de cette session, nous aborderons, à travers un rapport prospectif, les grands défis que notre île devra relever. Nous avons les potentialités pour réussir. Pourtant, la Corse connaît aujourd'hui une situation économique et sociale critique. Difficulté à se loger, notamment pour les plus jeunes. Une précarité grandissante sur fond d'érosion linguistique et culturelle, où l'identité, les valeurs réelles se diluent au bénéfice du seul profit. À cela s'ajoute une spéculation foncière et immobilière effrénée et plus de 5000 nouveaux arrivants qui débarquent chaque année sans que nous n'ayons aucun moyen ni de maîtrise ni de contrôle. Bref, la mécanique de dépossession poursuit son œuvre. Vous le rappeliez vous-même il y a peu, le peuple corse se sent menacé dans son existence même. Pour l'heure, rien n'est de nature à le rassurer. Il se pourrait que le débat sur le pseudo-statut d'autonomie soit inscrit à l'agenda parlementaire après les élections municipales. Quand bien même, les écritures constitutionnelles seraient votées sans qu'une seule virgule n'y soit retranchée, ce qui a peu de chances d'arriver, il ne s'agira en aucun cas d'une autonomie permettant la mise en œuvre d'un statut de co-officialité, d'un statut de résident. Rien, donc, qui puisse garantir la pérennité de notre peuple sur sa terre. Et ne me rétorquez pas, je vous devance peut-être, que les lois organiques permettront de corriger tout cela. Vous savez que ce n'est pas vrai.
C'est pourquoi il faut dès maintenant inscrire ou réinscrire à l'agenda politique de notre Assemblée, de façon pragmatique et concrète, le débat sur la citoyenneté corse et les droits qui doivent s'y rattacher. Co-officialité de la langue, bien sûr, accès à la terre et au logement, accès à l'emploi, droit de décider. Alors que la révision du PADUC est engagée, nous devons remettre le statut de résident au cœur des dispositifs de lutte contre la dépossession foncière. Certains maires tentent déjà d'agir avec les moyens qui sont les leurs. Enfin, doit aussi être mise au débat la constitution d'un corps électoral légitime, fondé notamment sur le centre des intérêts matériels et moraux et une durée de résidence à déterminer. Comment concevoir lors des prochains scrutins, j'entends bien sûr élections territoriales dans 2 ans et ou référendum sanctionnant une réforme institutionnelle, être dépossédé de notre droit de décider. Rappelons que les dernières élections législatives ont été marquées par des candidatures et de nombreux suffrages issus très clairement de la colonisation de peuplement. Parallèlement, émergent dans le paysage politique des courants que nous avons toujours combattus, car ils sont aux antipodes de ce que nous portons et de ce que nous sommes, même lorsqu'ils tentent de se parer d'un vernis d'identité. Ils nient, par essence, l'existence même du peuple corse, seule communauté de droit sur sa terre. Ce sentiment global de dépossession, même s'il s'exprime différemment au sein de cette Assemblée, je le sais partagé bien au-delà des bancs nationalistes, bien au-delà des bancs nationalistes. Et en dehors de cet hémicycle, il est ressenti par l'immense majorité des Corses. Monsieur le Président, vous avez souvent rappelé que le peuple corse, ce n'est pas seulement les nationalistes. C'est vrai. Mais il y a 10 ans, et ensuite lors des différents scrutins qui se sont succédés, les Corses ont voté majoritairement pour les propositions du mouvement national. J'ai la faiblesse de croire qu'ils souhaitaient alors voir aboutir ces revendications. Alors, même que cette question est au cœur de notre combat, la mandature se terminera dans 2 ans, et rien, ou trop peu de choses, sont pour l'heure réellement mises en œuvre pour enrayer la mécanique de dépossession. Vous ne partagerez certainement pas totalement ce constat, mais si tel est le cas, au moins en partie, êtes-vous prêt à inscrire ces problématiques à l'agenda de notre collectivité et sous quelles modalités pour ici enfin entrer rapidement dans un nouveau cycle? Avete a parola, Presidente. Oui, constat partagé sur beaucoup de points, d'ailleurs, au-delà de votre question et de ma réponse. Je pense que les Corses nous le disent au quotidien et quelle que soit leur sensibilité, je le rappelle rapidement, problème bien sûr de spéculation et de dépossession, problème d'identité collective avec un recul de notre langue, de notre culture, plus globalement de sentiment d'appartenance et de cohésion, y compris avec fois des phénomènes, par exemple, de communautarisme ou des réponses qui empruntent aux logiques xénophobes et simplificatrices de l'extrême droite européenne, voire mondiale, difficultés économiques, précarité grandissante, problème démographique qui est évident. Quand je dis problème démographique, c'est d'abord, par exemple, celui de la dénatalité, c'est celui du vieillissement de la population, et c'est aussi celui d'un accroissement considérable de la population qui se fait uniquement par solde migratoire et qui, de par la composition de cet accroissement, accroît mécaniquement, y compris des logiques de précarité, de déséquilibre territoriaux, de cohésion sociale et sociétale. Et puis, nous en parlerons, y compris sans doute tout à l'heure, au moment d'évoquer les décès, comme c'est l'usage. Il y a aussi, nous le savons, une trop longue litanie d'assassinats, d'actes graves, gravissimes, qui nous inquiètent au plus profond, collectivement et singulièrement pour notre jeunesse. Donc le tableau peut sembler sombre, il est par bien des aspects. Comment pouvons-nous y répondre? Avec des moyens qui restent limités. J'ai envie de vous dire que pour la famille
politique à laquelle nous appartenons, l'un et l'autre. La réponse, et d'autres ici, elle se fait par la force du projet, avant tout. C'est-à-dire notre projet que nous considérons être un projet de construction nationale et qui doit permettre à la fois de répondre aux logiques de spéculation par des logiques d'accession à la terre, au logement, de préservation du lien entre le peuple corse et sa terre, le projet linguistique, on va en parler tout à l'heure, à lingua fageboblu. Comment pouvons-nous continuer à permettre à celles et ceux qui arrivent ici et qui le souhaitent de devenir Corses? Moi, je continue à dire que la Corse doit fabriquer des Corses, mais qu'aujourd'hui, eh bien, cette logique d'intégration et de fabrication, elle dysfonctionne, et elle dysfonctionne gravement. Donc, toutes ces questions, elles sont posées et il faut y apporter des réponses. Alors, rapidement. D'abord, dire qu'il y a du côté du Conseil exécutif, y compris à droit constitutionnel constant, une volonté qui est claire, qui est d'accélérer sur le renforcement des moyens. Je prends deux exemples rapides, ça a été évoqué par Julien Paolini, sur la question de la lutte contre la spéculation, notamment aller le plus vite possible en mobilisant l'ensemble des dispositifs existants, y compris à droit constitutionnel constant, pour lutter contre la spéculation, pour préserver et mettre en valeur les terres agricoles, pour, ça fait écho, y compris avec une réunion économique que nous avons eue hier, avec le collectif Bâtir Ensemble. Il y aura cet après-midi une mobilisation d'un autre collectif, Unidipel-Aben. Nous disons aux chefs d'entreprise et aux salariés du bâtiment que oui, il faut construire. La question fondamentale, c'est construire quoi, construire comment, construire où et construire pour qui. Et donc, dans la réunion que nous avons eue hier, nous avons essayé, y compris dans la discussion avec l'État, avec lequel sur beaucoup de points nous ne sommes pas d'accord, mais sur ce type de problématique, par exemple, hier, nous avons acté qu'il faut faire converger l'ensemble des dispositifs pour prioritairement construire du logement principal et avoir derrière des dispositifs qui permettent de lutter contre les logiques d'exclusion et de dépossession pour faire que les Corses, et donc les résidents corses, eh bien, accèdent prioritairement et à la propriété et au logement locatif. Et lorsqu'on parle de logement social, eh bien, oui, aussi, nous avons fait des propositions, vous le savez, qui ne sont pas des propositions d'exclusion. Nous, on ne va pas regarder la couleur de peau des gens pour savoir s'ils ont droit à un logement social. Par contre, le statut de résident, y compris dans le logement social, oui, il a vocation à être mis en œuvre. Et lorsque l'OPH, par exemple, je me tourne vers Julien Ponce, vers un travail sur un bail réel et solidaire, ça a été mis en œuvre par d'autres communes. Nous souhaitons que le bail réel et solidaire, eh bien, il soit réservé prioritairement aux résidents, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine et pour qu'on puisse prioriser par rapport, ça a été dit tout à l'heure, il y a 10 000 demandes, il y a 1000 logements, il faut à la fois construire des logements et il faut organiser des règles qui soient des règles respectueuses des principes fondamentaux, mais qui prennent en compte nos objectifs politiques. Et c'est ce qu'on a aussi essayé de faire, par exemple, alors ça a peut-être été insuffisamment expliqué ou mal compris, mais moi, je vous le dis, le Conseil exécutif de Corse assume totalement le nouveau règlement des aides qui a été co-construit largement avec les communes, avec la Chambre des territoires, et qui est, dans le respect du droit positif, un règlement qui invite les communes eh bien, à se saisir des dispositifs législatifs existants, et par exemple les servitudes d'urbanisme qui permettent de consacrer une partie du territoire communal uniquement à du logement principal, eh bien nous souhaitons que les communes s'emparent de cela et nous souhaitons, oui, mettre des incitations, y compris dans le dispositif d'aide aux communes. Donc, même chose sur la langue, on va en dire un mot, c'est important. Hier, on nous demandait, mais c'est quoi qui est nouveau ? On a fait beaucoup ensemble pour la langue et on continue à vouloir faire. Ce qui est peut-être nouveau, c'est le fait de se dire que nous devons aujourd'hui faire converger l'ensemble des démarches et des dispositifs dans une logique qui replace la langue corse au cœur de notre vie collective. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté à l'unanimité aussi ce dispositif Paese Cida Immersi, précisément pour mobiliser
et créer une dynamique autour de la langue, y compris dans sa dimension professionnalisante, dans sa dimension sportive, dans sa dimension d'échange, etc., etc. Donc, dernier mot, je sais qu'on n'est pas d'accord sur les perspectives que pourrait ouvrir la révision constitutionnelle si elle aboutit. D'abord, on ne va pas faire Pierrette et le Potolet. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le rendez-vous d'avril avec le Congrès est très important. Et je dis, je ne vous convaincrai pas aujourd'hui, que si, comme je le souhaite, et comme nous allons être nombreux à essayer d'en convaincre les parlementaires, députés et sénateurs, si le Parlement français vote en l'état le projet d'écriture tel qu'il a été très largement validé par l'Assemblée de Corse, je pense que ça sera une avancée significative qui nous permettra notamment d'aller vers un statut de co-officialité, un statut d'officialité en Corse, et vers un statut de résident. D'abord, il faut que ça soit voté. Nous verrons ce qu'il en est, et moi je crois qu'il ne faut pas manquer ce rendez-vous très sincèrement. Ensuite, sur la question d'un corps électoral et d'une citoyenneté, la question de la citoyenneté, on l'a portée, et on l'a portée ensemble. Et je crois que c'est une notion qui est profondément progressiste, qui n'est pas reprise en l'état dans le projet. Et donc, je crois qu'on ne peut pas changer de monture au moment où on est à quelques mètres de l'arrivée. Par contre, la réflexion sur la constitution du corps électoral, sur la façon de faire que le peuple corse soit reconnu, ça, ce sont des thèmes que nous avons vocation à continuer à porter. Et pour terminer, vous le disiez dans votre question, y compris pour avoir échangé avec des femmes et des hommes politiques qui, pour le coup, sont très éloignés des positions nationalistes, je crois que la nécessité de cette réflexion, elle est aujourd'hui largement partagée. Alors, je ne sous-estime pas la difficulté. Je n'oublie pas aussi ce qui se passe aujourd'hui en France. Et je termine par là. Je crois que celles et ceux qui souhaitent évacuer toute la dimension politique de la question corse ne voient pas les défis auxquels est confrontée la France aujourd'hui et auxquels elle doit envisager de répondre par des solutions politiques, constitutionnelles et juridiques qui vont la conduire à abandonner ce que j'appellerais les vieilles lunes. Je prends deux exemples. La Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS ne participe pas à l'accord et à ses suites. Mais dans l'accord tel qu'il est aujourd'hui, l'État lui-même, y compris avec le soutien d'une très importante partie des loyalistes, reconnaît qu'il y aurait un État de Nouvelle-Calédonie au sein de l'État français. Alors, on peut, quand on est indépendantiste, ne pas s'en satisfaire, c'est la position du FLNKS et je la respecte profondément, mais déjà ce saut politique, symbolique et constitutionnel montre bien que sous la pression de la réalité de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, ce qui est présenté comme un dogme intangible va évoluer. Deuxième référence, moins subversive peut-être, puisque j'entends déjà peut-être dire « mais la Corse n'est pas la Nouvelle-Calédonie », etc. Non, la Corse n'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est sûr. Mais il y a un certain nombre de points communs aussi. Mais ceci étant, vendredi, demain, il y a une réunion, vous le savez, à la Communauté européenne d'Alsace, à l'initiative de Jean-Louis Borloo, qui n'est pas connu pour être particulièrement subversif. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Louis Borloo? Il est accompagné, soutenu par de nombreux femmes et hommes politiques de gauche et de droite. Il dit qu'il faut aller vers une France fédérale. Il faut aller vers une France dans laquelle l'État régalien exerce ses compétences et dans laquelle les parlements de province ont toutes les compétences et les exercent, y compris dans le cadre d'un pouvoir législatif. Donc, en fait, il dit ce que nous avons souhaité pour nous, ceux qui ont voté en faveur du projet d'écriture, ce que nous avons souhaité valider. Et c'est aujourd'hui considéré comme pouvant devenir le droit commun à tel point, et je termine, qu'il y aura demain une centaine d'élus alsaciens qui appartiennent à des formations politiques nationales, qui ont travaillé sur un modèle dans lequel les compétences étatiques et les personnels de l'État, notamment, y compris dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi et dans le domaine, pour partie, de la sécurité sociale, seraient transférés à la collectivité autonome d'Alsace. Voilà. Donc, c'est pas nous, les nationalistes corses, qui l'avons voulu. C'est eux qui le souhaitent. On peut ne pas être d'accord avec ça. Mais moi, je vous dis que prétendre, je ne sais pas ce que sera le résultat d'avril, mais croire qu'on peut répondre à notre aspiration
multiséculaire qui s'est exprimée sous toutes les formes que l'on connaît dans la période contemporaine, qui a été traduite dans les urnes à plusieurs reprises, penser que l'on pourra ne pas répondre politiquement à cette question, à mon avis, c'est se tromper lourdement. Moi, je continue de penser qu'il faut aller vers une solution politique. Cette solution politique, elle passera aussi, et on l'a toujours dit, le statut d'autonomie et la révision constitutionnelle, y compris si elles interviennent, ne régleront pas tous les problèmes, y compris en ce qui concerne la reconnaissance du peuple corse, à laquelle je suis irréductiblement attaché. Nous aurons à faire preuve d'inventivité et de créativité politique et juridique. Et sur la question de l'évolution démographique, de l'intégration et des modalités d'intégration de ceux qui viennent ici, de la reconnaissance d'une forme de citoyenneté, vous vous en doutez, je ne peux que vous répondre que je suis tout à fait disponible pour que nous ayons ensemble, ici et ailleurs, ce débat. Ringraziabi. Presidente. Allora, oggi adesso una domanda a chi diravata normalmente da Saverio Luciani, quelle che la dava di Pierre, état des établissements scolaires. Merci Madame la Présidente. Du secondaire, pardon. Merci du secondaire. Madame la Présidente. Allez-y. Monsieur le Président du Conseil exécutif, plusieurs remontées des établissements scolaires et de la communauté éducative témoignent de constats concernant l'état alarmant de plusieurs établissements scolaires, impactant notamment les conditions d'accueil et d'études des élèves. Sans verser dans la démesure, il est des faits avérés que nous prendrons le soin de vous exposer à travers un focus sur deux établissements qui ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Tout d'abord, le lycée professionnel du Finosel à Ajaccio. Celui-ci cumule des carences dues essentiellement au délabrement global de l'infrastructure. Outre la vétusté générale et apparente des bâtiments et locaux, des problèmes récurrents liés au système de chaufferie se font connaître depuis des années. En effet, il est fréquent que les élèves internes se retrouvent sans chauffage ou sans eau chaude. Or, à ce jour, les travaux nécessaires au rétablissement de la situation ne semblent pas engagés. Les plateaux techniques relatifs aux soins à la personne et à l'hôtellerie sont objectivement vétustes. Si un projet de réhabilitation est dans les tuyaux concernant le plateau de soins à la personne, celui de l'hôtellerie semble ne pas être inscrit dans la perspective. C'est pourtant un domaine où les besoins de formation de qualité sont nombreux et pourvoyeurs d'emplois local. C'est aussi un maillon essentiel du projet d'école hôtelière méditerranéenne. Ensuite, le lycée agricole de Sarthet. De nombreuses similitudes et un état global bien plus dégradé dont la presse s'est faite largement écho. Comme pour l'exemple précédent, ce lycée agricole connaît des défaillances majeures concernant le chauffage central et l'accès à l'eau chaude pour les élèves. Ces carences et les désagréments qui en découlent sont accentués par le très mauvais état des boiseries de l'établissement qui en fait une véritable passoire thermique. Aucune perspective concernant d'éventuels travaux de réhabilitation ou de rénovation n'a, selon les remontées dont nous disposons, été évoquée. Il en va de même pour l'atelier de transformation qui doit, quant à lui, faire l'objet de travaux. Ceux-ci ont été lancés mais sont à l'arrêt depuis plus d'un an. L'ensemble des usagers attend une réponse d'ampleur. Le service n'est clairement pas à la hauteur de l'investissement et la participation des élèves pour leur formation. L'attractivité de l'établissement s'en voit également réduite, suscitant moins de vocations, voire de renoncement. Est-ce rendre service au monde agricole? Ces deux exemples significatifs n'étant qu'une illustration de l'état général des établissements en Corse, que prévoyez-vous, Monsieur le Président du Conseil exécutif, pour répondre à l'urgence des nombreuses problématiques remontées par les établissements insulaires? Quel plan de réhabilitation globale du bâti pouvez-vous décliner afin de permettre à nos jeunes d'étudier dans de bonnes conditions et de garantir la pérennité des filières? Je vous remercie. Allora, qual è che risponde? Lauda Guidice, l'incarica di informazione. Avete la parola.
Ringraziavi, signora Presidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de saluer le travail et la mobilisation au quotidien des agents de la collectivité de Corse. Il est essentiel, à mon sens, de couper court au discours réducteur, laissant entendre que la collectivité de Corse ne fait rien. La réalité est que nous sommes pleinement mobilisés chaque jour au service de nos établissements et évidemment de notre jeunesse. Je rappelle les engagements forts des équipes de la direction adjointe des infrastructures d'enseignement. Elles travaillent, s'impliquent, se rendent disponibles pour améliorer les conditions d'accueil de nos élèves et aussi du corps enseignant. Les urgences sont traitées, les problèmes de sécurité pris en charge et ce, dans le cadre de nos compétences. Vous siégez maintenant depuis quelques années dans cette Assemblée, vous connaissez donc les compétences de l'institution. Pourtant, au regard de la question et de ce qu'elle laisse sous-entendre, il me semble nécessaire de rappeler notre champ d'intervention au bénéfice des collèges et lycées. La collectivité de Corse assure le financement, la construction, l'équipement et l'entretien de 47 établissements publics du second degré. Ces bâtiments accueillent du public, un public très nombreux, puisque chaque jour, ce sont 48 000 élèves qui y circulent. Cela représente près de 390 000 mètres carrés à entretenir, avec des besoins et des coûts considérables. Cette compétence, transférée par l'État sans compensation financière, constitue une responsabilité lourde et exigeante pour la collectivité de Corse, et c'est une compétence qui demande un investissement continu. Depuis 2018, nous avons consacré près de 100 millions d'euros pour ces bâtiments scolaires. Cela nous impose de choisir, d'arbitrer, de prioriser, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas cela, savoir bien gouverner? La sécurité des élèves, elle, ne se discute pas. C'est pourquoi nous avons été très attentifs aux alertes de la cité scolaire de Montésor, à la suite d'un blocage le 13 février dernier, où une rencontre a eu lieu et des mesures concrètes actées avec les équipes pédagogiques. Au lycée du Finozel, où dès le signalement de la panne de la chaudière principale, l'établissement a immédiatement basculé sur la chaudière secondaire pour assurer la continuité du service. Vous le savez d'ailleurs parfaitement, puisque le député Paul-André Colombagne a été informé de la situation, ce qui a conduit notamment à une réunion réunissant Monsieur le député, Madame Fagne, élue siégeant au conseil d'administration, et Madame Witt, la chef d'établissement, afin d'apporter des réponses aux parents d'élèves inquiets des conditions d'internat. La situation est rentrée dans l'ordre assez rapidement grâce à l'implication des équipes de l'établissement. Notre action est-elle donc devenue invisible? Je ne le crois pas. Finalement, votre question nous donne l'occasion de rappeler le travail quotidien de nos agents et leurs résultats, sans verser dans la démesure, pour reprendre votre expression. Depuis 2024, la collectivité de Corse a investi au sein du Finozel pour le plateau de soins à la personne qui est aujourd'hui fonctionnel, mais également aussi le plateau d'hôtellerie qui a bénéficié d'investissements majeurs en 2022. S'agissant de la formation agricole, je rappelle que notre île a la chance de compter 2 établissements, Sarthe et Borg. Nous croyons très fort à l'avenir des métiers agricoles car ils sont l'ADN de la Corse. Et je me permets de rappeler que nous soutenons ces établissements aussi à chaque fois que leur ministère tente de baisser leurs moyens en matière d'enseignement. Pour le lycée agricole de Sarthe, puisque vous l'évoquez, attention aux exagérations. Pour parler de chiffres, ce sont 326 000 € qui ont été investis en travaux et équipements depuis 2024, sans compter la partie fonctionnement qui s'élève à 582 000 €, pour ne parler que du BTS Gémeaux-Axe. Enfin, face à ces diverses difficultés et urgences rencontrées par l'établissement depuis de nombreuses années, la collectivité de Corse a toujours répondu présente. La dernière intervention en date concerne d'ailleurs les réparations et remplacements du ballon d'eau chaude. Est-ce cela négliger le monde agricole? Non, nous ne négligeons pas, nous accompagnons, nous soutenons, nous faisons en sorte que ces établissements vivent, qu'ils puissent accueillir dans de bonnes conditions nos jeunes, qu'ils puissent les former, leur donner un avenir, per anno traduentu et per laquelle possa gampa interazoia. Au-delà de chaque cas particulier, notre méthode reste la même, diagnostiquer, intervenir, y compris dans l'urgence, et programmer, toujours en lien avec les équipes des établissements et le rectorat. Notre volonté est de renforcer l'effort d'investissement en faveur des collèges et des lycées, afin de répondre de manière concrète aux besoins exprimés sur l'ensemble du territoire. Le programme pluriannuel d'investissement est en cours d'élaboration et nous travaillons à le doter de ressources diversifiées. Nous envisageons d'y intégrer un volet spécifique dans le cadre du PTIC, de solliciter des financements auprès de la Banque européenne d'investissement et de mobiliser les fonds européens. L'objectif est clair, réunir tous les leviers disponibles pour soutenir une politique éducative ambitieuse.
Je peux comprendre que le contexte électoral donne de l'inspiration pour tenter de dénoncer certaines choses, mais les faits sont les faits, les chiffres et les montants ne trompent pas. Vous ne nous prendrez pas en défaut sur ce sujet, l'engagement est là. La volonté d'agir en faveur des jeunes, des étudiants, des enseignants, des agents est toujours aussi forte. Et si je reste uniquement sur l'éducation, j'allais dire au sens large, la collectivité de Corse dépense à minima plus de 500 € par jeune. Et quand je vous donne ce montant, je ne comptabilise pas les transports scolaires que le président a tenu à rendre gratuits par souci d'équité et pour garantir l'accès à tous aux études. Je ne compte pas non plus les dizaines de millions d'euros investis dans le sport à destination des jeunes, tout comme l'enveloppe Passcool Tour ou encore le Sportipass. Je ne parle pas non plus du budget des transports des enfants et des jeunes en situation de handicap. Alors oui, j'aimerais disposer de toujours plus de budget, de faire plus vite, plus grand, mais nous agissons, nous sommes mobilisés et nous ne le sommes pas seulement à la veille d'échéances électorales. Il nostro scopo è chiaro, accompagnare i professori e squadre pedagogiche impegnarsi con passione per la nostra gioventù per costruire la bene di un nostro popolo. A ringraziarvi. Oui, juste une petite réponse rapide. D'abord, il n'y a pas de côté électoral, je m'excuse, hein, mais là c'est n'importe quoi, je vous le dis franchement. Moi là-dessus, je ne me fais que l'interprète des propos de la plupart des élèves de ces collèges. Alors, ce sont sûrement des menteurs, parce que je vais finir par croire que chaque fois que je pose une... Non, attendez, Madame la Présidente, je peux quand même prendre la parole 2 minutes. J'ai le droit de répondre. Une minute. Ben, une minute, je n'ai pas passé ma minute. Chaque fois que je pose une question... Non, mais attends, quand j'ai posé une question sur la crise économique, on m'a dit que tout allait bien. Quand je pose une question sur la précarité, on me dit que j'affabule. Là, je vous pose une question sur des collèges qui rencontrent des problèmes et vous me répondez que je suis en période électorale. Mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Rien à voir. Rien à voir. Il n'y a aucun côté électoral. Il y a un problème d'élèves qui, dans des collèges, n'ont pas de chauffage et n'ont pas d'eau chaude. Ça, vous ne voulez pas l'entendre. Mais moi, je vous le dis. Moi, j'ai des remontées. Alors maintenant, vous allez me dire, on a mis 100 millions. Mais vous avez mis 100 millions. Mais c'est bien que vous ayez mis 100 millions. Moi, je souhaite que vous en mettiez 500. Parce que pour moi, en tout cas, moi, dans ma commune, l'école et les élèves et les enfants, c'est la priorité. Voilà, la priorité. La première priorité, c'est l'éducation et l'école. Alors arrêtez de me parler d'électoralisme. Arrêtez. Aussi, on est pour l'éducation et l'école, et en particulier dans les scénarios de prospective, vous le verrez tout à l'heure. C'est bon. Vous n'avez plus la parole. Vous vous êtes exprimé et au-delà du temps qui était imparti. Mais je vous ai laissé vous exprimer. Bien. Alors, la question suivante concerne de nouveau la continuité territoriale. Et je crois que c'est Don Jo Lucioni. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, les transports extérieurs constituent un secteur stratégique pour la Corse, territoire insulaire d'Europe et de Méditerranée. Notre position à cet égard est constante et connue de tous, maîtrise par la puissance publique corse et défense, en son principe comme dans son périmètre, du service public dans les transports aériens et maritimes. Or, comme vous le rappeliez, Monsieur le Conseiller exécutif Jean-Félix Acquaviva, le 19 janvier dernier, lors du Conseil d'administration de l'Office des transports de la Corse, les intérêts vitaux de la Corse et des Corses sont aujourd'hui confrontés à 3 menaces. Premier niveau de menace, le président Pozzo di Borgo le mentionnait dans sa question orale, la non-indexation au juste prix de la dotation de continuité territoriale. Deuxième niveau de menace, l'impact de la fiscalité environnementale et des normes dites ETS sur le pouvoir d'achat des Corses, sur la compétitivité à l'import et à l'export de nos entreprises et, il faut bien le dire également, au-delà du service public, sur l'attractivité de la destination touristique corse. Enfin, troisième menace, et je vous cite, Monsieur le Président de l'Office des transports de la Corse, la bataille navale en Méditerranée sur les lignes du Maghreb qui peut atteindre et effondrer le système de desserte de la Corse. Face à ces menaces extérieures à notre île, le devoir des responsables politiques et des institutions de la Corse est de veiller à protéger nos intérêts stratégiques, économiques et sociaux. À ce titre, il faut bien reconnaître que votre anticipation et votre mobilisation depuis de nombreux mois a ainsi permis de créer les conditions d'une convergence politique, économique et sociale totale, notamment sur la question de la fiscalité environnementale. Déposée par le groupe FAPO.SM, la motion pour une continuité territoriale préservée a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par notre Assemblée le 19 décembre dernier. Pourtant, hélas, malgré les multiples alertes
relance et interpellation du Conseil exécutif de Corse au gouvernement de la France, la situation perdure. Elle perdure et elle risque de se détériorer gravement. Le 22 janvier dernier, une réunion technique s'est tenue entre le président de l'Office des transports de la Corse, Jean-Félix Accoy, et les services de Bercy. Monsieur le président du Conseil exécutif, ma question est double. Premièrement, quelles ont été les réponses du gouvernement aux revendications unanimes de la Corse? Deuxièmement, au-delà de l'urgence du moment, les évolutions possibles sur le front des transports extérieurs, notamment maritimes, commandent d'anticiper la redéfinition du modèle à moyen long terme. Par conséquent, quelles initiatives le Conseil exécutif de Corse compte-t-il prendre afin de garantir et d'améliorer la continuité territoriale au service des Corses et d'offrir à la Corse une plus grande maîtrise de ses transports? A ringraziarvi. A ringraziarvi e io presidente dell'ufficio di trasporti che va a rispondere, Jean-Félix Accoy. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs, chers collègues conseillers territoriaux, cher Don Giuseppe Pulcioli, merci pour votre question. Ma réponse vient en complément évidemment des développements qu'a déjà réalisé le Président du Conseil exécutif sur la réponse à Louis Pozzo-di-Borgo, et je vais insister sur quelques points majeurs. S'il y a bien un domaine, il y en a d'autres, mais s'il y a bien un domaine qui fait l'objet, malgré les avancées, de crises régulières, cycliques et permanentes, sous le poids notamment d'agressions extérieures ou de décisions extérieures, c'est bien le transport en général et en particulier le service public maritime et aérien, c'est-à-dire la continuité territoriale. Le Président l'a dit, pour la première fois dans l'histoire de ces institutions et de l'histoire de la continuité territoriale, et Dieu sait que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, du temps de la SNCM et CMN, je parle dans le maritime, avec les surcompensations financières, avec les gabégies sur le port de Marseille, avec les détournements de fonds, je mets des guillemets mais c'est moi qui parle, qui avaient lieu à l'époque, avec des salaires, notamment sur le Maghreb, entre Marseille et Maghreb, payés sur l'enveloppe de continuité territoriale. C'était la réalité tangible, constatée lorsque nous sommes arrivés à la responsabilité. Dans cette histoire tumultueuse, il y a eu un avant après 2015, il y a eu des tentatives, il y a eu des sécurisations, et il y a eu une décision historique qui est la décision de la Commission européenne, et officialisée notamment le 30 décembre, qui reconnaît de manière forte donc l'argumentaire des compensations financières et du périmètre des besoins du service public aérien et maritime, un socle, un fondamental qui est reconnu enfin pour la Corse et pour ses intérêts, et ainsi que pour sa desserte dans les territoires, parce qu'on reconnaît aussi la question de la nécessité d'avoir plusieurs ports de desserte sur le maritime. Donc c'est un élément fondamental. Malgré ça, nous avons le poids et de décisions externes et de situations externes qui agressent dans leurs fonds baptismaux la continuité territoriale. Alors le premier niveau, c'est le bal qui se perpétue chaque année, ça a été dit par le Président, avec des incertitudes majeures sur la dotation de continuité territoriale. Il faut chaque année remettre le couvert. Ça a été 30 millions d'euros en 2022 qui ont été obtenus au forceps. Ça a été 40 en 2023. Ça a été une année blanche en 24, il faut se rappeler, hein, année blanche. Il a fallu prendre sur les reliquats de l'Office pour compenser. Ça a été encore 25. Et c'est 26 maintenant la discussion sur savoir si nous aurons les 60 millions d'euros. Sur ce plan-là, il est très clair que les contrats de délégation de service public aérien et maritime ont fait l'objet d'une validation de l'État et de l'Union dans leur périmètre, dans leur financement, dans l'indexation des charges annuelles prévisionnelles qui augmentent et qui sont indexées de manière pluriannuelle, qui sont connues, ces indexations, et la rallonge demandée cette année de 60 correspond strictement aux besoins de ces contrats, strictement. Elle n'intègre pas les ETS, c'est la fiscalité environnementale qui pèse sur les compagnies, elle n'intègre pas financièrement, mais elle ne pourrait pas le faire juridiquement, puisque demain, si nous devions utiliser, parce que c'est un des arguments un peu frelatés du gouvernement, on a rallongé, le Président l'a rappelé, vous pouvez compenser les ETS. Si nous utilisions une partie de cette enveloppe pour compenser la charge supplémentaire sur le maritime et l'aérien des ETS sur les compagnies, nous soumettrions à un risque de contentieux, parce que d'autres compagnies hors service public, hors DSP, qui agissent sur les OSP,
sont soumis aux ETS et n'auraient pas cette compensation. Et il est hors de question, d'ailleurs le propos nous paraît assez irresponsable de la part du gouvernement, d'ouvrir un contentieux en la matière, une distorsion en la matière. Nous y refusons parce que c'est la réalité juridique. Et financièrement, le besoin de rallonge ne couvre pas ce besoin-là des ETS. Donc, il y a une incertitude des CT où nous souhaitons, logiquement, une indexation sur la TVA sur la base des contrats validés. Ces discussions politiques n'est malheureusement pas soldées. Et si nous n'avions pas 60, si nous obtenions uniquement, ce qui était un chiffre évoqué, 42,9 millions d'euros, parce que c'est un chiffre qui a été évoqué dans la loi spéciale, il y aurait un déficit chronique cette année en 26 pour le besoin de CDSP maritime et aérien de 6 millions d'euros sur les obligations du contrat. Donc on peut le démontrer. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est les normes et la fiscalité environnementale. Il est évident que nous ne sommes, personne ici, et encore moins nous, exécutifs, sommes contre la décarbonation dans le transport. Ce n'est pas ça le sujet. Nous sommes pour verdir les flottes, nous sommes pour les plus loin pour la santé et pour l'environnement. Ce n'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est la verticalité, la centralité, le centralisme décisionnel. Bruxellois, certes, mais aussi parisien, de l'État, qui a compétence en la matière de défendre son île à Bruxelles, qui ne l'a pas fait, contrairement à l'État grec, qui est un État insulaire, qui l'a fait, puisqu'en le considérant de la directive dite ETS, c'est un terme technique, mais la réalité est très simple, hein, ce sont des quotas à payer pour les compagnies pour émettre des gaz à effet de serre, eh bien, l'État grec, avec d'autres, ont obtenu, dans un considérant, la possibilité de déroger pour les îles de moins de 200 000 habitants. Bon, ça correspond à la typologie des îles grecques, en gros. Donc là, il y a eu un manque, évidemment, de défense de l'île à Bruxelles de la part de l'État membre, premier élément, et deuxième élément, une décision qui frappe de plein fouet les compagnies, mais en répercussion, puisqu'elles n'ont pas capacité à compenser, les Corses, puisque, vous l'avez rappelé, les répercussions seront importantes, on risque un vrai décrochage économique et social de grande ampleur. C'est à peu près aujourd'hui, sur la base de 70 € la tonne de quota, 16 millions d'euros en gros, qui devront être acquittés par les compagnies délégataires méridionales et Corsica Linea, mais c'est dans l'aérien 12 millions d'euros, parce que répercuté sur le tarif passager. Donc à peu près 28 millions d'euros sur la base de 70 € la tonne, mais sur un marché dont le prix à la tonne évolue, puisque nous sommes déjà à 85 aujourd'hui. Ce qui veut dire que les contributions demandées aux compagnies vont augmenter, et donc la répercussion tarifaire sur le passager et le fret vont augmenter. Je rappelle que nous avons 5 € le mètre linéaire facturé aujourd'hui par les compagnies en janvier 26 répercuté, 8,50 € à Porto Vecchio, parce qu'en plus il y a une distorsion au nom du temps de trajet et du type de navire qui fait qu'il y a une différence entre ports, ce qui déstabilise la desserte, et donc qui risque de voir des chargeurs vouloir débarquer à Bastia, déstabiliser la desserte de la DSP. Donc on est à la fois à une atteinte du principe de continuité d'un point de vue tarifaire auquel ont droit les Corses, et une atteinte d'organisation de la desserte, pourtant reconnue dans son organisation, son PAV, ses besoins par la décision de l'Union européenne. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ne peut pas aller en l'état, qui demande une autonomie stratégique, décisionnelle. C'est pour ça qu'avec le collectif socio-économique, où il y a une vraie convergence aujourd'hui entre l'institution de la Corse et ce collectif, nous demandons d'abord l'exemption, le temps de travailler, une adaptation, parce qu'il s'agit d'adapter le modèle. Et puis le troisième niveau, vous l'avez dit, c'est ce qui est la bataille navale. Nous sommes dans un monde brutal, de plus en plus brutal. Ça l'est en géopolitique. On le voit chaque jour en allumant la télé, avec des choses qui paraissent plus vraies qu'une fiction. Et ça l'est en termes économiques, et notamment dans le maritime. Bon. Nous n'avons pas compétence, et nous n'avons pas à nous mêler non plus de ce qui se passe entre Sète et le Maghreb. Néanmoins, on ne peut pas faire de déni. C'est-à-dire que l'atteinte des compagnies délégataires dans leur viabilité économique peut avoir un impact majeur de court terme sur l'exercice du contrat si les délégataires ne peuvent plus être en mesure d'assurer le contrat du fait d'une déficience économique par une attaque extérieure. Et ça, c'est la réalité que l'on vit quotidiennement aujourd'hui, qui fait que vous avez des syndicats de marins qui sont en grève, SAM, STC, mais aussi la CGT, puisque nous avons été destinataires, le président exécutif et moi-même, d'un mail de la CGT. Donc nous avons plusieurs questions qui se posent dans la matière. Vous avez la question de cette situation sur le Maghreb, qui peut impacter indirectement la Corse, et vous avez une situation aussi interne à la méridionale, avec la vente du Callisté et la situation financière de la méridionale qui pose problème. Et c'est pour ça que, évidemment, il y a eu des discussions, les ETS et ces questions-là, en différencié, puisque nous avons été reçus le 22 janvier, vous l'avez dit, les syndicats de marins,
l'ont été reçus aussi, et évidemment les collectifs aussi. Profond désaccord sur les ETS, oui, puisqu'on nous renvoie à ce que la DCT puisse compenser, ce qui est une hérésie. Profond désaccord sur la façon de pouvoir en sortir, donc une situation de crise, parce que ça veut dire tout simplement que les retombées se risquent en cascade, et il est évident que nous allons prendre l'initiative. Alors le collectif socio-économique va se réunir. Nos initiatives, en accord avec le président, c'est évidemment de relancer le débat sur la desserte, à la fois pour clôturer d'ici 30 cette desserte face aux risques. Donc par anticipation, il faut aller plus loin, oui, sur la maîtrise de la continuité territoriale, plus loin, oui, sur la maîtrise de nos transports, et ça passe par remettre les hypothèses sans tabou sur la table, y compris avec l'accord des compagnies, qui sont d'accord pour y participer, et des syndicats pour y participer. Donc il y aura un cycle de travail dès février qui s'ouvrira. Et concernant les ETS, nous allons prendre l'initiative, notamment avec Armateurs de France et la Confédération italienne des opérateurs maritimes qui nous ont contactés pour faire une démarche commune, conjointe, y compris en s'alliant avec la région Sardaigne, pour défendre la spécificité insulaire à Bruxelles. Nous prendrons longue avec la présidence de l'Assemblée en la matière. Les contacts avec les armateurs ont eu lieu pas plus tard que ces quelques jours, pour pouvoir faire en sorte que les États, et notamment l'État français, suivent cette capacité à pouvoir déroger à la directive, exempter, et pouvoir arriver à un système de décarbonation plus favorable. Donc février relance des discussions stratégiques sur l'avenir de la desserte, évidemment jusqu'à toutes les hypothèses qui avaient été posées par cette Assemblée depuis des années, et évidemment la question de la mobilisation des acteurs économiques et sociaux sur la question des ETS. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Donc, il y a une dernière question orale qui va être posée par Juliette Ponce-Vera concernant les inondations à San Fiorenzo. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, les récentes intempéries de fin décembre ont provoqué de nombreux dégâts, notamment dans la région du Nebbio et de la Concador. À Saint-Fiorenzo, l'effondrement d'un pont a coupé la route principale d'accès à la ville, avec des conséquences majeures pour les habitants, les services de secours et l'activité économique du territoire. Cette situation appelle des mesures d'urgence, mais aussi une analyse de fond. L'intensité de la pluie est bien sûr un facteur direct et évident, mais l'ampleur des dégâts consécutifs aux inondations à Saint-Fiorenzo a-t-elle pour seule origine un phénomène naturel exceptionnel ? Dans cette commune, comme ailleurs en Corse, voire en France et en Europe, il apparaît que les conséquences catastrophiques de certains phénomènes climatiques imposent de réinterroger les politiques publiques mises en place. Ces conséquences sont en effet aggravées par des choix, voire des erreurs cumulées, notamment une urbanisation non maîtrisée, des constructions en zone inondable, ainsi qu'un défaut d'entretien régulier des cours d'eau, autant de facteurs qui ont aggravé la situation. À cela semblent s'ajouter des carences dans les contrôles environnementaux relevant des services de l'État. Des terrains remblayés, parfois de manière irrégulière, ont contribué à entraver l'écoulement naturel des eaux, alors même que ces pratiques sont connues pour accroître considérablement le risque d'inondation. Une planification urbaine plus rigoureuse, une gestion préventive et continue des rivières, ainsi qu'un contrôle effectif des atteintes au milieu naturel, auraient très probablement permis de limiter l'ampleur des dégâts et d'éviter la coupure d'un axe routier aussi stratégique. Au-delà de l'urgence immédiate, cette situation soulève également des enjeux humains et économiques majeurs. La coupure de cet axe perturbe le quotidien des habitants, mais aussi les transports scolaires, avec des conditions de déplacement rendues plus difficiles pour les élèves et les familles. San Fiorenzo est une cité balnéaire et touristique dont l'activité repose largement sur l'accessibilité du territoire à l'approche d'une saison estivale déterminante pour les professionnels du tourisme, les commerces et l'emploi local. L'incertitude actuelle fait peser une menace réelle sur l'activité de San Fiorenzo, du Nebbio et sur une économie locale déjà fragilisée. Dans ce contexte, Monsieur le Président, pourriez-vous nous préciser les mesures d'urgence engagées par la collectivité de Corse pour rétablir rapidement et durablement la circulation vers San Fiorenzo, ainsi que le calendrier précis de mise en œuvre de ces mesures, notamment au regard des transports scolaires et des échéances liées à la saison estivale. Enfin, quelles démarches comptez-vous engager auprès de l'État en lien avec les acteurs concernés
afin que les contrôles environnementaux soient renforcés et que les situations de remblaiement préjudiciables à l'écoulement des eaux soient effectivement traitées. Plus globalement, comment comptez-vous intégrer dans l'ensemble des politiques publiques l'aggravation des risques naturels liés au réchauffement climatique? Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la conseillère, merci pour cette question qui est large forcément vu l'impact du changement climatique. Alors tout d'abord, je voudrais avoir un mot, si vous me permettez, pour l'ensemble des agents qui ont été mobilisés lors des intempéries en décembre et en janvier, intempéries qui ont été importantes, et il y a une grosse mobilisation de la direction des routes de ces services, évidemment dans le Cismont en décembre qui était plus impacté, et récemment notamment dans le Poumont. C'est important de le souligner, il y a une réactivité, y compris en mutualisation avec d'autres services, avec les SDIS, qui a été, de ce point de vue, du moins de notre point de vue, exemplaire. Il faut les saluer, ce qui montre que le service public aux usagers de la collectivité de Corse fonctionne en cas d'intempérie de manière réactive. Donc c'est le cas sur le pont de Saint-Florent, puisque le pont en question dont vous évoquez sur la RD 81 s'est effondré donc, dans les intempéries des 24 et 25 décembre. Dès le 28 décembre, donc par concertation avec le président et les services, nous avons mobilisé les acteurs, puisqu'il y a eu tout de suite, dès le 28 décembre, des études d'élevés topographiques qui ont été réalisées, des études géotechniques évidemment lancées, une analyse amiante et d'études de conception qui a été initiée, avec des résultats qui sont intervenus récemment. Les différents concessionnaires EDF et Orange ont été donc sollicités afin de procéder au dévoiement des réseaux passant par l'ouvrage. Et puis, évidemment, à partir de mi-février, en logique d'intempérie, donc, il y a, dans l'urgence, y compris en invoquant les procédures d'urgence, les travaux de démolition qui commencent, puisque la démolition du tablier de l'ouvrage pour une durée d'environ un mois commencera aux alentours du 11 février. S'en suivra, parallèlement, il y a les études de conception qui se finalisent, et puis les travaux de reconstruction s'en suivront. Et notre objectif, vu les arguments que vous avez évoqués, qui sont réels, c'est-à-dire l'impact économique et social très important par rapport à la dégradation de cet ouvrage, c'est de faire en sorte que ce pont soit restauré en juin, avant la période estivale. Toutes les équipes sont mobilisées pour ce faire depuis le premier jour. Et ça, nous suivons de près. Il n'y a pas de difficulté à ce stade majeure constatée, y compris par rapport à l'amiante. Donc nous avons bon espoir de pouvoir faire en sorte que cet objectif soit satisfait, et je pense qu'il le sera. Ensuite, sur les autres politiques, il est évident qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui qui sont de la compétence des acteurs. Donc la collectivité de Corse n'a pas gestion directe sur la GEMAPI, ce sont les EPCI, légitimement. Il y a des problèmes structurels à l'échelle de la Corse qui font qu'évidemment certaines politiques de GEMAPI, cette compétence s'est heurtée à un retard structurel quand on regarde notamment l'absence historique à l'échelle de la Corse, de syndicats de rivière, la faiblesse de l'ingénierie locale, l'étendue des territoires concernés. Et c'est pour ça que la collectivité a développé une politique volontariste d'accompagnement des intercommunalités en général sur cette question, à la fois en ingénierie territoriale, mais aussi en financement. Donc il y a une assistance technique en cours, vous le savez, puisqu'elle a porté des intercos, sur la réalisation des études de bassin versant, sur l'accompagnement à la mise en œuvre de travaux de génie écologique, sur l'appui à la gestion post-crue aux expertises à la suite d'événements exceptionnels. Donc cette assistance technique existe. Sur le développement de systèmes locaux de prévision et d'anticipation, puisqu'il va falloir mieux prévoir, mieux anticiper évidemment dans la GEMAPI, mais aussi dans d'autres domaines, je vais y revenir, complémentaires des dispositifs de l'État. Il est évident que dans le cas de San Fiorenzo, il y a eu une aggravation avérée des risques naturels, qui est due évidemment à l'intensification du phénomène climatique lié au réchauffement, on le sait, des atteintes anciennes et cumulées au milieu aquatique, le recalibrage des cours d'eau, l'endiguement, la suppression de la répisylve, le remblai en limageur, donc il y a eu des défauts là-dessus. Il faut le dire, une urbanisation mal maîtrisée, puisque c'est le cas ailleurs, mais c'est le cas aussi ici, notamment en zone inondable, avec la nécessité donc d'anticiper demain sur la question de l'urbanisme, évidemment, mais là, comme dans d'autres endroits, puisqu'il y a eu d'autres inondations ailleurs. Donc, et ça fait partie, évidemment, des constats réalisés, comme la question de la GEMAPI, notre déficit de politique en la matière sur le territoire, mais aussi d'autres endroits. Donc, il faut anticiper et adapter les politiques publiques locales, vous le savez. Bon, le maître mot, c'est évidemment de mieux connaître pour mieux agir, donc il vaut mieux anticiper. Là-dessus, il y a des démarches, évidemment, où on partage le constat sur lequel certaines atteintes au milieu aquatique, et en particulier les remblaiements en limageur ou à proximité des cours d'eau, contribuent évidemment à aggraver le risque d'inondation, nous le savons.
Donc il y a des démarches qui sont et seront engagées en lien étroit avec les services de l'État, puisqu'il faut rappeler que l'État demeure compétent en matière de police de l'eau, hein, tandis que les intercos exercent la compétence GEMAPI sur le terrain. Et en la matière, notre approche, en général, sans rentrer dans le détail, c'est une approche préventive, hein, sur la meilleure information des élus, des acteurs locaux, sur l'intégration renforcée des enjeux hydrauliques, notamment dans les documents d'urbanisme, pour une anticipation accrue sur les effets du changement climatique et afin d'éviter le renouvellement, la reconstitution des risques et des situations à risque aux mêmes endroits, bon, et en l'espèce à l'endroit qu'on vient d'évoquer. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter à ce stade, Madame la conseillère. Ringraziabi ojo Presidente Ecu Amugompiu e domande a Boca per questa orta. Datemi una seconda. Diva Adiama. Di arimenta di no altri affaraggi, posto che ci sono altre gente, maurosamente, che sono andate all'Ederna, e in particolare Alain Orsoni. Vi rammento che Alain Orsoni è stato membro di questa assemblea, è stato consigliere territoriale, e per questo che va un mandato di 1 minuto di silenzio per Alain Orsoni. C'è di nuovo un maire di Poggio di Venago che se ne è andato all'Ederne, a Zabed, Jean-Marc Rodriguez, e poi di nuovo l'anziano maire Jacques Pacini, l'anziano maire di Zonza, e che è stato di nuovo consigliere territoriale di questa assemblea. E per questo che penso di Mael di nuovo a Zovamia. E poi se ne è andato di nuovo all'Ederno o a di Ivan Colonna, Jean-Hugues Colonna, dopo annate di nuovo di Stradi e di Malani. Bonjour, Présidente, se vous voulez débuter la parole. Oui, je vais effectivement, avec votre autorisation, dire 2 mots, comme c'est l'usage. D'abord, bien sûr, penser à celles et ceux de l'agent de la collectivité de Corse qui sont soit décédés, soit ont perdu des proches, bien sûr. Évoquer la mémoire de Jean-Marc Rodriguez, un maire de Poggio-Venago, militant indépendantiste, avec lequel nous nous sommes souvent retrouvés dans des manifestations, réunions, candidatures, et même si ensuite les circonstances de la vie politique ont fait que nous sommes éloignés, il n'en reste pas moins que l'amitié, le respect pour son engagement de militant sont bien sûr intacts. On ne peut pas ne pas évoquer non plus la mémoire de Jean-Hugues Colonna, comme vous l'avez fait, père d'Yvan, Stéphane et Christine. Jean-Hugues Colonna qui a été happé lui aussi depuis le 6 février 1998 dans une histoire tragique qui est celle de notre île, une histoire qui a brisé malheureusement des femmes, des hommes et des familles de part et d'autre. La Corse n'est jamais loin, malheureusement, dans son histoire lointaine et contemporaine de la tragédie. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, Alain Orsoni a été assassiné dans son village de Vero, alors qu'aux côtés de sa famille, il accompagnait sa mère en sa dernière demeure. J'ai le devoir d'évoquer ici sa mémoire, d'abord parce qu'il a été un élu de l'Assemblée de Corse.
Il a été élu de l'Assemblée de Corse à des moments importants de l'histoire de cette institution et de notre île, en 1986 d'abord et en 1992 ensuite. C'est un passé qui est loin, mais qui reste, je le pense, extrêmement présent, notamment pour celles et ceux comme nous qui ont été engagés dans le militantisme. Dire également qu'Alain Orsogne a été une figure marquante de l'histoire contemporaine du nationalisme corse, avec part importante, vous le savez, d'engagement, de sacrifice, de deuil, de drame, et puis aussi avec une part d'ombre qui est aussi celle du mouvement auquel nous appartenons, et cette histoire douloureuse qui nous a conduit également à des affrontements meurtriers, qui nous a conduit à des choses qui font partie de ce que nous devons regarder et assumer collectivement. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer ici, au moment où j'évoque la mémoire de cet homme donc, qui a été assassiné. Comme j'ai eu l'occasion de le faire, j'exprime bien sûr mes condoléances à sa famille et à ses proches. Un mot encore pour dire que cet assassinat s'inscrit dans un long, trop long et sinistre cortège de drames et d'homicides qui endeuillent des familles, qui les plongent dans l'affliction. Et nous avons tous en tête, notamment lors de l'année écoulée, des moments extrêmement dramatiques et extrêmement douloureux, y compris des moments où l'innocence a été fauchée de manière violente. Dans ce contexte d'ensemble inquiétant, il est de notre devoir, d'élus de la Corse, et du devoir de l'institution à laquelle nous appartenons, de rappeler que cette culture mortifère de la mort, de la violence et du refus du bien commun, nous devons opposer avec conviction, avec détermination, avec sérénité, une culture de la vie et une culture de la démocratie. Nous le devons à nous-mêmes et nous le devons, bien sûr, à nos enfants. À aller plus loin dans l'évocation de ce contexte d'ensemble, notre institution est engagée fortement, courageusement, de façon unanime, dans la construction d'une société corse apaisée, libre et démocratique, à chacun d'assumer ses responsabilités en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne. Je sais que nous continuerons à les exercer avec sérénité et avec détermination. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour construire un présent et un avenir qui soient ceux de l'émancipation et de la paix. Allora, Amava Adiama. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Bicherai Didier, Bori Jean-Marc, rappresentato da Muriel Fagni, Borromei Vanina, rappresentata da Jean-Christophe Angelini, Branca Marie-Claude, Caituco di Paul Joseph, Campana Françoise, Casano Nicolai Paul, Casano Azervas Marie-Hélène, Ciappini Angèle, rappresentata da Jean-Martin Mondoloni, Cognetti Turchini Cati, Colombagna Anna Maria, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, rappresentata da Françoise Campana, Duval Santa, rappresentata da Chantal Pedignelli, Fanny Muriel, Filippi Petranto, Francici Paoli Lisa,
rappresentata da Anna Maria Colombagni. Galloni d'Istria Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles, rappresentato da Luis Pozzo di Borgo. Giacometti Pierre da Josefa. Guidoni Pierre. Le Beaumain Vanine. Le Mao Gian Santo. Lucchini Jean-Jacques, rappresentato da Elisa Tramogni. Lucioni Don Joseph, so qui. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Marchetti Sandra, rappresentata da Joseph Savelli. Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivagioni Nadine, rappresentata da Eveline Galloni d'Istria. Panzani Jean-Paul. Pedinier di Chantal. Peraldi Antoine Joseph. Pieri Marianne, rappresentata da Marite Mariotti. Pietri Véronique. Poli Antoine, rappresentato da Daniele Beaumain. Ma è qui. È giunto. Poli Pierre. Ponsevera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul. Saveli Jean-Michel. Saveli Joseph. Seateli Jean-Louis, rappresentato da Paul Casanova Nicolai. Sorba François. Terighi Charlotte. Tiberi Julia. Tramogni Elisa. Valdrighi Hervé. Vanni Hyacinthe. E Volimaci Charles. Ringraziavi. Allora, posto che abbiamo fatto a Diama e, come sapete, l'è già forse imparata per via di media, di stampa, c'è un cambio in la composizione di un gruppo avanzemo, posto che Giulia Tiberi chi da questo gruppo e sarà scritta come non è scritta onde questa assemblea. Ecco, è stata detta ieri in commissione, a notizia è già sortita, come sapete, da voi ieri, ma ufficialmente sono obbligata a dirla qui per tenervi tutti informati e per metterlo di nuovo al nostro processo verbale. Donc, la sessione ora è aperta. Non sarà mica lunga, non spaventa di mica, perché chi beggo che visite strutti, quando mi sono arrivata, no? Non per mica fa un discorso come Fidel Castro, né come certi presidenti, d'altronde, a Ugo subito. No, a già essere corta, ma oggi presidente, cari consiglieri esecutivi, cari consiglieri all'Assemblea Igorsica, cari tutti, un po' su mica principiare questa sessione senza quantunque fabi i miei auguri per quest'anno nuovo, vi prego a tutte e a tutti un'annata felice, colma di pace, colma di salute, a salute soprattutto, se c'è sempre in corso chi a pace a chi voleva. Penso che non ci siamo anche né qui né al di là du mare. En ces premières semaines de janvier et de l'année 2026, en effet, nous avons vécu plusieurs épisodes de violence sous toutes ses formes et à plusieurs échelles territoriales. Violences intolérables, tout autant qu'innommables pour certaines d'entre elles. Ces violences contre lesquelles, je le disais tout à l'heure, Dominique Bocchini, auquel nous venons de rendre hommage, s'est embattu. Ce combat qu'il a porté à cœur ouvert avec la conviction de la paix, de la cohésion sociale, sont les bases sur lesquelles il faut construire l'avenir et ce doit être, à mon sens, non seulement un héritage, mais aussi un moteur. Et pourtant, en Corse, nous avons vécu en ce début d'année un nouveau point de bascule dans l'expression de la violence criminelle avec l'assassinat d'Alain Orsogne lors des obsèques de sa mère. Donc nous avons eu une pensée pour lui. Je ne reviens pas sur ce point, mais je tiens bien évidemment à penser à sa famille qui a été doublement meurtrie dans la même semaine, cette semaine funeste.
Je pense aussi, lorsque je parle de violence à la jeunesse corse, qui doit rester au centre de nos préoccupations, je n'oublie pas, comme le président de l'exécutif, ces jeunes qui ont été des victimes innocentes aussi. Je pense à Chloé, je pense à Pilou, et je suis désolée, au risque de me répéter, et je continuerai à le répéter, on ne peut pas oublier ces événements de 2025. On ne peut que souhaiter qu'ils ne se représentent plus, qu'ils ne se reproduisent plus, mais on ne doit pas oublier tout cela et tous les autres aussi. Il est essentiel aussi pour cette jeunesse de lui parler aussi du futur apaisé auquel elle a droit, lui parler sans faux semblant, sans imposer notre vision du monde et encore moins un discours moralisateur. Lui dire aussi que la violence sous toutes ses formes n'est pas une fatalité, qu'elle n'est pas endémique, qu'elle prend des visages divers et qu'il faut la combattre individuellement, collectivement surtout et courageusement, qu'elle annihile la liberté, qu'elle est l'ennemi de la démocratie, comme nous le démontre d'ailleurs, alors à une autre échelle, bien sûr, l'oppression des Mollahs sur leur propre peuple, un peuple brûlé à vif, torturé et assassiné. Qu'elle nous ramène non seulement aux instincts les plus primaires et les plus vils, mais surtout qu'elle nous fait basculer dans les abîmes de la peur, cette peur qui nécrose nos capacités individuelles et collectives à créer, à espérer et tout simplement à être heureux. Sur le plan international, de par notre positionnement géopolitique et notre nature insulaire, nous ne pouvons ignorer aujourd'hui l'escalade sans fin des discours belliqueux aux quatre coins du monde, en Europe, pas très loin de chez nous d'ailleurs, des incursions aussi, des ingérences étrangères dont nous peinons encore à évaluer tous les impacts. Les principes du droit international et de souveraineté n'ont jamais été aussi fragilisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la création de l'ONU. La menace qui pèse aujourd'hui, en particulier, et j'ai proposé en ce sens une motion que nous examinerons demain, qui pèse sur le Groenland, territoire autonome du Danemark depuis 1979, fait naturellement écho à la situation de toutes les îles au positionnement stratégique remarquable, dont la Corse fait partie. Cet argument va peut-être vous faire sourire à certains et à certains de nos auditeurs, mais il n'est plus insensé aujourd'hui. Le monde a changé, la donne a complètement changé au niveau international et dans les logiques de rapport entre États. Il n'est donc plus insensé de considérer que la violence d'État dit démocratique pourrait s'exercer sur d'autres territoires par pure logique de prédation. Alors face à ces grands bouleversements, nous devons, entre guillemets, équiper notre jeunesse en lui transmettant toujours les leçons du passé, mais aussi et surtout en lui confiant des outils pour décider du futur. Et c'est bien le sens de la démarche Corsica Prospettiva, dont je vous présenterai tout à l'heure les premiers résultats. Ce travail lancé début 2023 autour de 5 enjeux stratégiques, le changement climatique, le développement humain, les dynamiques économiques, les fractures territoriales, les connectivités, les dynamiques institutionnelles. Ce travail a vocation à alerter, mais également à offrir des clés pour anticiper, construire la Corse de demain. À l'horizon 2050, et plus encore, quel avenir souhaitons-nous collectivement pour nos enfants? Si les perspectives actuelles tendent à effrayer les plus pessimistes, l'Assemblée de Corse choisit aujourd'hui, avec ce travail, d'être du côté des lucides et des courageux, de regarder en face les défis qui se posent à notre territoire et surtout à la génération à venir, afin d'être préparés et rester maîtres de notre destin. Nous avons déjà été des précurseurs et des visionnaires dans le domaine de la protection de l'environnement. C'était il y a déjà 50 ans. Plus récemment, dans le domaine de la fracture numérique, dans la défense, toujours depuis des décennies, de notre identité. Plus récemment encore, dans la maîtrise de nos infrastructures stratégiques de transport.
Corsica Prospettiva permettra de mettre en lumière les points sur lesquels il est vital d'aller plus loin compte tenu des enjeux précités. J'ai bien conscience que la prospective n'est pas forcément une matière la plus populaire, surtout en période électorale et de surcroît de municipales. Mais elle est décisive. On ne peut pas rester myope et ne pas regarder le long terme. Elle est décisive pour qu'un autre futur soutenable soit possible. Et je suis particulièrement fière, en tant que présidente de cette Assemblée, des travaux que nous avons menés tous ensemble. Et je remercie l'ensemble des membres du laboratoire de prospective, des autres élus que nous avons menés et que nous continuerons à mener dans ce sens. Alors, en ce début d'année, et vous renouvelant mes vœux de paix et de santé, je citerai ces mots de la grande Hannah Arendt. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. User des voluptés présentes de manière à ne pas nuire aux voluptés futures. L'homme est l'avenir de l'homme. Aringradiabi. Je vous fais adopter, si vous en êtes d'accord, les 2 derniers procès-verbaux. Alors, le procès-verbal, d'abord, de l'Assemblée de Corse, de la session, de l'Assemblée de Corse des 27 et 28 novembre 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le procès-verbal est adopté. Le deuxième procès-verbal que nous devons adopté est celui de la session du mois de décembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le procès-verbal est adopté. Bien. Alors, si vous en nous allons faire notre pause méridienne. Nous nous retrouvons à 15h30 et nous débuterons par le rapport Corsica Prospettiva. Vous avez le temps de le lire. Merci.